Merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Alors, du coup, je ne vais pas faire le pitch du bouquin, qui n'a pas un grand intérêt en soi, si ce n'est de dire un peu ce qu'il y a dedans et surtout le pourquoi de l'ouvrage en question. Donc c'est un essence urbaine pour un nouveau pacte avec le vivant. C'est chez Flammarion Climat, c'est sorti il y a 3-4 mois. En fait, c'était déjà largement en germe dans les opus ou les livres précédents autour de la métropolisation et du phénomène de métropolisation. Mais il me semblait qu'il manquait une partie un peu plus prospective ou projective de ce que pourrait être une autre géographie que celle de l'urbanisation généralisée et du temps métropolitain dans lequel on est rentré. Donc, ce que je vous propose, c'est deux grands temps. Pourquoi on a un problème léger, civilisationnel avec la ville, et la grandeur urbaine en particulier. Voilà. Et je ne parle pas simplement de Kuala Lumpur, Sao Paulo, Vancouver, New York, Shanghai, etc. On peut parler de Clermont si vous voulez, on fera une petite balade urbaine pour sortir après derrière. Il y a des mutations qui engagent l'entièreté des territoires, il y a un phénomène de métropolisation, c'est là-dessus que je vais axer mon premier temps. Quels en sont les problèmes, en tout cas écologiques, sociologiques, anthropologiques, politiques, etc. Et qu'il y a un mot mécanique à la fin, on le rajoute et on est parti pour 10 minutes. Et puis il y a un deuxième temps, parce que c'est bien d'en dresser un constat un peu critique, vraiment, sinon je pense que vous l'entendrez. C'est mieux quand même d'avoir une petite proposition à mettre sur la table pour discuter. Je ne dis pas que c'est clé en main, ce qu'il nous faudrait. C'est là où, depuis maintenant 5 ans, je travaille. On en parlait tout à l'heure, on a créé un mouvement pour une société écologique post-urbaine avec une trentaine d'organisations à l'échelle nationale. L'idée est assez simple, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer longtemps à entasser les gens ou créer des agglomérations grossissantes. On a un énorme problème avec densité, artificialisation, béton, etc. Je reviendrai, c'est la critique que je fais de la métropolisation, c'est un manque de critique de la métropolisation, et qu'il faut penser une autre géographie. Mais alors, du coup, dès qu'on dit une autre géographie, c'est revenir au temps de la data, c'est-à-dire de l'aménagement d'État, des politiques à la papa. Je ne crois pas. Démocratiquement, je ne suis pas sûr qu'on veuille tous. De loin, depuis Paris, décider qu'on irait implanter un pôle de compétitivité ou éventuellement une ville nouvelle. C'est pas comme ça qu'on réfléchit à l'aménagement, enfin, on devrait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre et qu'il n'y a pas des éléments à mettre tangiblement sur la table pour imaginer ce que pourrait être une autre géographie. Et cette fois-ci, réellement du vivant, qui aurait, d'où le terme, d'essence urbaine pour nous avec le vivant, qui aurait un peu d'essence. Alors, d'essence à l'endroit de quoi? Donc je rentre dans le vif du sujet, le premier temps. Moi, l'angle d'attaque sur l'urbanisation généralisée et la métropolisation, c'est l'angle écologique. Mais alors pas une écologie des arbres et des petits oiseaux, j'ai une grande amitié pour les arbres et les petits oiseaux, on ne fait pas un vrai procès, mais c'est l'écologie politique, c'est-à-dire finalement quelle est l'habitabilité de la Terre, de quelle Terre voulons-nous éventuellement préserver la pérennité et éventuellement continuer à décemment ou dignement l'habiter. D'un point de vue écologique, on est entré dans un moment, je ne fais pas un dessin, vous l'aurez compris, mais qui pointe quelque chose que l'on ne met jamais en débat. D'où des invitations auxquelles je réponds, et tout à fait gentilles, auxquelles je réponds favorablement, de venir mettre en débat la question de l'urbain. Écologiquement, je ne veux pas un dessin, c'est la dévastation organisée, c'est un ravage, d'accord? Écologiquement, d'accord? On peut parler de la biodiversité, du dérèglement climatique, tout ça va en s'accélérant. Dans 30 ans, ce n'est pas du tout le même paysage, et ce n'est pas du tout le même monde que nous peuplerons. Voilà, ça c'est pour le coup de stress, si vous le souhaitiez, mais je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là? Quelles en sont les causes fondamentales? Et c'est là où il y a un débat qu'il nous faut avoir, c'est est-ce que ça ne serait pas l'œuvre civilisationnelle de l'épopée des villes qui serait la cause première du trépas dans lequel on est collectivement engagé? Ce qui veut dire, c'est tout de suite pour changer le débat, ce qui veut dire qu'il va falloir à un moment donné qu'on pose collectivement la question de nos modes d'habiter, de l'urbanisation là-dedans. Qu'est-ce que veut dire urbaniser? Quels sont les grands choix? Quels sont les grands enjeux? Alors je vous donne 2-3 éléments juste pour entrer doucement, je suis pas sûr, mais néanmoins en matière. Ils sortent de terre l'équivalent du vide de New York tous les mois sur Terre. Voilà, l'équivalent des superficies hexagonales est urbanisé en l'espace de 3 ans. Voilà ce que ça veut dire. Voilà le rythme d'urbanisation généralisée du monde. Autre petite donnée, on sait depuis une quinzaine d'années, il y a des villes qui s'enfoncent sous le poids du béton. Voilà. New York vient d'en faire le calcul, c'est 2 mm par an, ils n'iront pas très loin, en tout cas il y a un peu de temps pour éventuellement réagir, mais Jakarta, Téhéran, Mexico, Nairobi s'enfoncent, et là pour le coup, à Mexico, c'est des petites dizaines de centimètres par an. Voilà. Pompage des nappes phréatiques et poids du béton. Voilà les petits trucs qui ont commencé à peupler, ou je sais pas moi, le FMI, qui n'est pas une officine révolutionnaire, enfin bon, je sais pas, on va regarder ailleurs, mais
qui annonce qu'en 2100, 74% de la population mondiale vivra des canicules mortelles de 3 semaines à 2 mois. Voilà ce que c'est. Et cette population, à cet horizon-là, sera 80% urbaine. Bon. On a un petit souci avec le développement urbain et avec un phénomène, du coup je rentre dans le vif du sujet, qui s'appelle la métropolisation. Alors, métropolisation, je suppose que pour vous, enfin dites-moi, hein, ça renvoie un label ou un statut à des villes qui ont les galons sur l'épaule. Voilà. Clermont, la métropole, si je ne me trompe pas. Voilà. J'étais arrivé en 2014-2015, on avait eu d'abord une grosse dizaine, pour pas dire 14, hein, pour être précis, puis on est passé à 22. Bon. Mais en fait, ce que l'on croit être un fait de nouveauté, c'est en fait entériner un processus par des institutions, un processus économique qui a commencé il y a maintenant une petite cinquantaine d'années, et qui fait que les villes se métropolisent. Et je dis tout de suite que c'est sur le modèle des villes-mondes, New York, Tokyo, Londres, Paris, hein, mais ça se décline à toutes les échelles territoriales. En plus petit, dans des petites métropoles. Je mets sur la table, c'est une hypothèse de travail, hein, que peut-être Clermont est une petite métropole, ça va aller. Bon. Et ben, vous retrouvez les mêmes pavages au sol, les mêmes enseignes, les mêmes saveurs, les mêmes exercices corporels, les mêmes renouvellements populationnels, les mêmes ethos quasi de classe. Hein. Et bien ça, c'est un phénomène clair de métropolisation. Alors, il est lent et quasi invisible ou très discret à certains endroits, il est excessivement rapide. Vous allez dans le centre parisien, par exemple, ça s'est réalisé en l'espace de 20 ans, c'est plus pareil aujourd'hui que ça s'est fait il y a 20 ans. Et c'est pas pour revenir en arrière, c'est juste une comparaison. On va à une vitesse, il y a un renouvellement qui est en train de s'opérer, esthétiquement, plastiquement, matériellement. Ça n'est plus du tout la ville que l'on a pu connaître, qui a été décrite dès le 19e siècle, avec certains de ses avantages et certains de ses inconvénients. Bon, métropolisation, 50 dernières années, qui est un processus en fait mondial et qui est un temps du capital, le temps néolibéral. Ce temps néolibéral, les 50 dernières années, c'est celui d'une mutation de l'économie, c'est-à-dire que les villes vont devenir les lieux d'encastrement du capital, mais à l'ère néolibérale. C'est-à-dire des activités qui sont beaucoup moins industrieuses et industrielles qu'elles ne l'étaient. On a évacué les industries vers les suds, au profit de métiers, d'activités, d'emplois et de ressources qui sont beaucoup moins matérielles, et qui trie un peu les populations. En tout cas, il y a un renouvellement du système productif et de la base productive qui n'est pas à l'identique de la grande ville industrielle des années 60 ou 70 telle qu'on a pu la connaître. Donc c'est un mouvement d'abord économique, un stade singulier du capital, le temps et la période néolibérale. Et cette néolibéralisation, eh ben, elle crée des psychés, elle crée des comportements, elle façonne des manières d'être au monde et des visions du monde qui, elles, vont rapidement dans l'évolution. C'est pas qu'une question de paysage, c'est aussi la manière dont on voit à travers ces évolutions-là le sentiment que l'on a de la modernité, le sentiment d'appartenir dans la ville et de continuer à disqualifier ce qui n'appartient pas à la ville, parce que ça c'est une grande œuvre historique. Hein. Les bouseux et les cutéreux, ils sont en dehors des villes. Hein. C'est comme ça qu'on a parlé des campagnes, des décennies, pour pas dire des siècles durant. Et c'est ainsi que, 50 ans durant, ça vient entériner des processus antérieurs et surtout accélérer un mécanisme ou des mécanismes qui font que les villes deviennent des acteurs de premier rang, des acteurs institutionnels, d'où la réforme territoriale qui crée des labels métropolitains. Cette réforme territoriale vient entériner un processus économique qui est engagé depuis longue haleine. Ça n'ouvre aucune séquence, ça ne fait que entériner politiquement ce que l'économie néolibérale produisait comme rente immobilière, ressources foncières et comme grand capitalisme infrastructurel. Parce que soyons clairs, le capital derrière, il a quelques intérêts à tous ces projets d'équipement et à tout ce qui sort de terre. Hein, d'accord ? Quand je vous dis une ville comme New York sort de terre tous les mois, il y a un peu de main-d'œuvre et il y a un peu de profit. Bon. Du coup, on est là dans quelque chose qui est d'abord économique, qui s'est converti à la politique, et moi ce qui m'intéresse peut-être le plus là-dedans, c'est que, en fait, il y a des effets sociologiques. Alors, à Clermont, ça a commencé, ça y va tranquillement, mais dans d'autres métropoles, ça n'a cessé de s'accélérer. Par exemple, l'éviction des classes populaires, le tri, alors volontaire ou involontaire, on va pas faire le procès de quiconque là-dedans, quoique j'ai quelques noms à vous soumettre, mais néanmoins, le tri, on va dire, involontaire, momentanément, sociologique, de ce que sont aujourd'hui les peuplements métropolitains. Globalement, si vous souhaitez acquérir un logement dans un centre métropolitain qui a sa vitrine internationale, si vous n'avez pas 3 à 4 fois le loyer comme garantie, mais surtout un salaire un peu décent, pour ne pas dire de 4 à 5 000 euros, ça devient
un peu compliqué. Bon. Donc il y a des phénomènes d'éviction en cascade et d'exclusion qui vont nourrir d'ailleurs un périurbain, voilà, puisque le périurbain est choisi pour certains et subi par d'autres. Donc les gens vont s'éloigner pour pouvoir accéder, mais néanmoins continuer à travailler dans ces endroits-là, et les classes populaires sont de plus en plus amenées à vivre à l'extérieur, tout en étant, soyons clairs, hein, ce sont les premiers de corvée dont on a parlé il y a 2 ans et demi de cela, en venant travailler pour faire fonctionner l'espace métropolitain. Donc sociologiquement, il y a une mutation qui est en train de s'opérer. Elle est plus rapide et plus avancée à certains endroits, mais c'est quasi inéluctable, ça s'appelle la rente immobilière, et c'est le point, on va dire, d'encastrement du capital dans la pierre. C'est ce que dit Anselme Jacques, par exemple, le béton comme arme de construction massive du capitalisme. Et ben, le béton, plus vous en sortez de terre, plus il y a des intérêts de la promotion immobilière, hein, de la construction et du BTP. Je fais un dessin, le BTP en France, c'est pas rien, hein, d'accord? C'est une pépite, pour pas dire des licornes, bon, c'était licorne avant de l'être, mais néanmoins, c'est clairement dans la balance commerciale ce qui pèse quand même beaucoup. Donc pour toutes ces raisons-là, on a économiquement et sociologiquement des mutations, une évolution. Les emplois ont évolué, tout le monde n'est pas éligible, donc c'est plutôt des classes dirigeantes, des classes créatives, des élites internationales qui, de métropole en métropole, et là-dedans je vais mettre tout de suite mes petits collègues du monde universitaire, qui adorent les métropoles eux-mêmes, on y reviendra si vous le souhaitez, parce que, bien évidemment, dans la dématérialisation, la question de la modernité cognitive, voilà, la dimension de la connaissance, des savoirs, créer un pôle d'excellence, créer un laboratoire d'excellence, créer un pôle de compétitivité, ça participe, c'est la recherche-développement et c'est censé nous faire appartenir à des rankings, à des classements, à Shanghai ou ailleurs, de telle manière à ce que la ville métropolisée puisse se gargariser d'avoir en son sein une élite scientifique qui va créer aussi, alors de la rente immobilière, pas tant ça, parce que ce pas les universitaires qui sont les mieux payés, mais symboliquement qui vont apporter beaucoup à ce dessin d'émancipation, ou en tout cas de progrès qui nous est proposé. Et du coup, parmi les éléments caractéristiques, moi il y en a 2 qui me font beaucoup travailler, alors on a vu sociologique, on voit politique, on voit économique, tout ça est travaillé par la littérature, je n'invente rien, j'emprunte à d'autres, j'essaye de les citer dans la mesure du possible, dans la mesure de mes connaissances. C'est surtout, il y a 2 éléments qui me semblent peut-être encore plus parlants. C'est la question anthropologique et bien évidemment la question écologique. Mais les 2 vont de pair. Alors, je commence par la question écologique. Il y a un vieux débat qui n'a pas été tranché et que je soumets à votre sagacité, j'aimerais bien qu'on en parle. C'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans les débats très concrets, hein, quand ils existent, parce qu'ils ne sont pas non plus très fréquents, sur par exemple, quelles seraient les bonnes écologies urbaines, quelles seraient les bonnes politiques environnementales des villes. Vous avez un débat qui me semble assez crapuleux, mais néanmoins porté par des courants, des fois c'est surprenant, qui vont vous dire la densité est bonne écologiquement. Je vous surprends en disant ça ou pas? Il faudrait redensifier. On l'entend ça, hein? Des écoquartiers, des trucs un peu, bon, des fermes verticales, enfin bref, un rapport au vivant qui a... en fait, ce débat-là, il est vicié d'entrée. La densité n'est pas bonne conseillère pour l'environnement. C'est-à-dire que par effet de masse, de groupement et d'agglomération, il y a des effets rebonds. Par le fait même que nous soyons tous réunis au même endroit, il y a des effets d'entraînement. Voilà. Ces effets d'entraînement font que, par exemple, un immeuble de 10 étages, il y en a aussi clairement, hein, mais il faut beaucoup d'énergie pour faire fonctionner les tuyaux et les ascenseurs qui vont permettre aux gens de pouvoir habiter un peu dignement dans un immeuble. Voilà. Donc énergétiquement, c'est pas bon conseiller. Alimentairement, je ne fais pas un dessin, plus vous densifiez, vous urbanisez, moins vous avez d'attache directe avec les terres nourricières. Donc vous ne faites pas autonomie et c'est assez compliqué. Vous pouvez le prendre sous tous les angles. Les pollutions, les nuisances, le Covid, exactement. Vous pouvez le prendre sous tous les angles, c'est-à-dire le temps du Covid, qui a particulièrement, alors pour des raisons, parce que la question écologique n'était pas première dans la manière dont le débat s'est constitué, mais c'est à ce moment-là que le débat a rééclos sur la question de la densité. Bon. Il y a aujourd'hui un non-dit, un impensé caractérisé, qui n'est pas tenu par certains, là non plus il n'y a pas de complot, mais qui est que les grandes politiques estiment que c'est en redensifiant, c'est-à-dire en poursuivant l'œuvre du capital, hein, soyons clairs, et qu'on pourrait trouver solution au trépas écologique et à la dévastation que nous organisons. Bon. Et ça va loin, hein. Je prends exemple dans la première partie du bouquin, le GIEC par exemple, plutôt le fragment économiste du GIEC, qui est certainement le plus rétrograde, hein, soyons clairs. Le GIEC est peuplé de gens climatologues, qui travaillent sur la pédologie, etc., nous sortent des données factuelles tout à fait passionnantes. Mais dès l'instant où vous passez dans le monde de l'économie, là, il y a des principes de normativité. Et les propositions qui sont faites par le GIEC, je vous invite à les regarder, sous l'angle et par les économistes, vont vous dire la ville est la solution au problème que nous avons collectivement posé. Ça s'appelle un pharmacon en philosophie, c'est qu'on confond le remède et le poison, simultanément. La ville est tout à la
De quelle ville parlons-nous, à quelle taille? Mais écologiquement, le fait même de vivre densément réunis au même endroit artificialise le monde. De fait, nous distend du vivant. Mais c'est mécanique, c'est métabolique cette affaire. Ça veut donc dire que l'idée que la croissance urbaine serait bonne pour l'émancipation sociale, ça n'est plus démontré, ça l'était il y a 50 ans, mais ça ne l'est plus. Que ça serait bon politiquement, parce que ça permet d'asseoir des pouvoirs, ça j'en doute pas une seule seconde, il y a bien des gens qui se construisent des carrières politiques avec les métropoles, plutôt des hommes, plutôt une cinquantaine d'années ou une petite soixantaine d'années, c'est toujours la même chose, mais néanmoins. Bon. Il n'en demeure toute ressemblance avec voilà. Mais néanmoins, il y a bien, politiquement, sociologiquement et surtout écologiquement, un problème avec le fait, alors là pour le coup, civilisationnel, c'est pour ça que je parle d'anthropologie, civilisationnel, de vivre tous et toutes réunis au même endroit. Selon un diktat que nous n'avons pas choisi, qui est que les emplois étant là, nous devons tous venir nous former et travailler à ces endroits-là. La seule chose, c'est que cette concentration des richesses, cette agglomération des corps, produit une distanciation du vivant, crée un maillage signifiant, c'est-à-dire un filtre interprétatif du monde, un opérateur réflexif, qui fait que, dans l'artifice, avec un certain nombre de véhicules anthropologiques, on perd de vue tout ce que cela induit de vivre comme cela, et notamment écologiquement. Qui d'entre nous, je me mets dedans, c'est les esclaves énergétiques de nos vies trépidantes dans les espaces métropolitains. C'est-à-dire, en termes d'énergie, le nombre de watts ramenés à la force humaine moyenne pour pouvoir parler dans un micro, allumer cette salle et être tous réunis ce soir. Vous voyez ce que je veux dire, Je me mets dedans, du coup, on est tous responsables. Mais qui connaît les esclaves énergétiques? Qui connaît les hectares fantômes de tout ce que nous mangeons au quotidien et que nous ne produisons plus directement de nos mains? C'est ça, en fait, la ville et l'urbain, c'est de créer un imaginaire parallèle, mais tout à fait culturellement construit, voilà, un imaginaire qui a colonisé nos propres consciences et qui fait que, alors, selon des véhicules anthropologiques, au nombre au moins de 3, nous maintient dans une nasse pour faire masse et accessoirement avec quelques intérêts de classe. Le premier élément, c'est la question de l'accélération, du mouvement, de la mobilité. Voilà un véhicule anthropologique qui nous maintient totalement enchaînés à l'espace urbain métropolisé. C'est-à-dire que nos vies barbotent ou évoluent dans cet univers-là, qui est un accélérateur de particules, soyons clairs. Le monde s'est accéléré sur les 40 ou 50 dernières années par le fait métropolitain, et c'est depuis les métropoles, ça veut dire qu'en dehors des métropoles, on n'est pas mobile, et c'est depuis les métropoles qu'on se construit cette vision-là, de se déplacer, d'être dans le mouvement incessant et permanent. Ça, c'est clairement une caractéristique anthropologique de la métropolisation du monde. C'est là où les commutateurs de transport, les grandes gares TGV et les grands hubs aéroportuaires sont localisés, c'est là où les systèmes de transport, et on pourra parler du vélo si vous voulez, qui est censé prendre la place de l'automobile dans les politiques écologistes, ça nous maintient dans l'idée qu'il va falloir continuer à se déplacer, alors même que, écologiquement, la seule solution qu'on ait à ce problème-là, c'est d'arrêter de bouger, de ralentir. Voilà. Si vous le faites en vélo, vous faites moins loin, c'est peut-être mieux pour la santé, c'est peut-être mieux pour la qualité de l'air, mais fondamentalement, ça ne résoudra pas le problème dans lequel on est collectivement embarqué. Ce monde est une accélération permanente, comme le dit Rosa, une accélération de l'accélération. Donc, un véhicule anthropologique, le mouvement, il est particulièrement né et il se nourrit de nos vies et des formes d'habiter que l'urbain métropolisé nous a globalement imposées, dans lequel on trouve quelques satisfactions, soyons clairs. Il y a des gens qui, hyper mobiles, apprécient particulièrement. Mais à force de s'agiter, on a quelques difficultés à un moment donné de prendre conscience, par simplement la contemplation ou l'arrêt immédiat du mouvement qui permet de tout simplement accéder à certains éléments de prénotion sur à quoi ça sert et quel sens ça a de toujours être agile, mobile et fluide. Oui, parce que, accessoirement, si on est mobile, c'est qu'il y a une fluidité derrière, c'est celle du capital, d'accord? Nous sommes des agents involontaires de cette chose-là. À être en mouvement, c'est parce qu'on crée de la richesse, donc voilà, ça se nourrit ainsi, mais nos corps sont embarqués dans un système mobilitaire qui est dorénavant une des marques de fabrique anthropologique des faits métropolitains. Deuxième caractéristique, celle du divertissement. Si vous êtes tous agglomérés au même endroit, et si on vit tous dans l'espace métropolitain, par des temps de travail, certes dématérialisés, mais qui ont tendance à empiéter sur tous les temps sociaux, parce que être métropolitain, c'est être hyperactif. On était hypermobile, on est maintenant hyperactif, ou on doit le devenir. L'hyperactivité doit avoir quelques compensations, quelques rustines. Et du coup, le fait culturel métropolitain, c'est celui du spectacle. Il n'y a pas, a priori, ne confondons pas le divertissement avec les cultures, d'accord? Mais il y a une évolution des cultures urbaines métropolitaines
vers le divertissement, c'est la fameuse société du spectacle, hein, qui a été travaillée, énoncée et décrite des années 70 hein, par le mouvement situationniste, voilà, et Guy Debord en particulier, et quelques autres. Mais la question du divertissement joue un rôle déterminant. Il nous faut, dans les villes, trouver des moments de compensation. Il nous faut, dans les villes, par le divertissement, pouvoir se ressourcer, mais d'une certaine manière, et généralement par la marchandise, la consommation. Le divertissement est converti à la marchandise. Et puis vous avez un troisième véhicule anthropologique, mais je ne vais pas tous les faire, c'est la question du réseau de la connectique. Voilà. Les villes métropolisées étant eux-mêmes, les villes en l'occurrence étant elles-mêmes des hubs, il nous faut être multi-appartenants, connectés à une multiplicité de réseaux. Et c'est ainsi que les data centers ne cessent de se développer et achètent des terres entières, hein, soyons clairs. Le pouvoir des data centers, avec tout le métaverse et tous les GAFAM qu'il y a derrière, rachètent des centaines d'hectares à travers le monde, sont en train de faire de l'aménagement à la place de la puissance publique. Hein. C'est ce qui est en train d'arriver tranquillement. Donc, le mouvement, le divertissement, la connexion sont des exemples d'évolution anthropologique de nos propres villes métropolisées. Et j'insiste particulièrement là-dessus parce que, en fait, de manière insouciante, indolente, nos corps sont embarqués dans cette réalité-là. Et alors, c'est là où ça devient troublant. Je vais m'arrêter globalement, on en discutera sur le fait métropolitain pour passer au deuxième temps, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Mais autre élément du débat qui a tardé, en plus de la densité qui serait bonne écologiquement, un autre élément du débat a totalement tardé, et encore aujourd'hui, hein, parce qu'il y a des gardiens du temple, hein, c'est que les corps commencent à fatiguer un peu. Toutes les enquêtes à travers le monde attestent dorénavant que les urbains métropolitains, que nous sommes à plus petite échelle comme à grande échelle, d'accord, dans des villes de 10 millions d'habitants comme dans des métropoles de 200 à 300 000 habitants, ce mouvement incessant, cette spectacularisation de nos environnements proches, l'idée d'être connecté en permanence pour pouvoir faire société, et au détriment certainement de la citoyenneté, quoique, on va discuter, ça fatigue. Voilà. La question du sens est posée. Il y a un désamour pour la densification et l'artifice qui se trame derrière. Au point même que l'INSEE, crime de lèse-majesté, le 15 mars dernier, sortait un rapport qui s'appelle « Désamour métropolitain ». Alors dans Petit Landerneau, ça a fait bruisser parce que là, on est dans l'inattaquable, l'ineffable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer la ville. La ville, soyons clairs, c'est le fait de civilisation, c'est l'émancipation, hein, c'est la flèche du temps et c'est le progrès qui se trame derrière. Si des instituts nationaux, l'INSEE a quand même un peu tardé, et puis toujours avec sa logorée habituelle, hein, puisque l'INSEE parle de diagonale du vide, vous avez entendu parler de cette chose-là? Ça c'est bien quand on appartient à cette chose-là de se dire, appartenir à la diagonale du vide, je ne sais pas si ça crée de la fierté chez vous, mais moi ça crée de la fierté. Alors si en plus vous vivez dans le périurbain d'une ville moyenne et que vous êtes une profession intermédiaire, imaginez comment vous êtes fier d'être profession intermédiaire d'une ville moyenne dans un périurbain de la diagonale du vide. Voilà les termes que l'INSEE emploie à longueur de temps, ça revient 2 secondes. Voilà. Comment dire, les instituts nationaux ont créé tout un discours, une narration, avec des termes qui sont un peu disqualifiants. C'était une petite parenthèse, une dédicace pour mes amis de l'INSEE, j'en reviens à mon propos. Il y a quand même quelque chose là qui se trame derrière, qui est, le désamour est en train de s'installer. Globalement, d'une manière ou d'une autre, il y a un sentiment d'étouffement, de saturation, d'accélération non maîtrisée, de surdéveloppement des espaces. Il y a, alors, les enquêtes à Montpellier, à Lyon, à Nantes, à Bordeaux commencent à montrer et à converger autour de cette idée partagée qui sont des affects, hein, soyons clairs. Ce n'est pas simplement des petites émotions, ce n'est pas une sensibilité rentrée. C'est véritablement un régime d'affects qui commence à conquérir une diversité d'espaces sociaux, soyons clairs. Ce n'est pas uniquement les cadres sud surmenés qui de temps en temps se barrent 3 jours dans leur petite villégiature, comme on le faisait au temps du romantisme bourgeois de la fin du XIXe siècle. Hein, voilà. Non, c'est aussi les classes populaires. On retrouve ça dans toutes les enquêtes. L'idée que nos vies commencent à saturer de cette surstimulation, de l'hyperactivité, du mouvement incessant, de cette connectique, du divertissement, enfin bref, de toutes les tendances anthropologiques et qui ont des traces matérielles éminemment concrètes. Tout ce qui sort de terre, là, c'est le quartier dans lequel on est, dans lequel je me suis allègrement planté avant d'arriver, évidemment, en géographe que je suis. Ça, visiblement, c'est assez récent, dites-moi si je dis des bêtises, voilà. C'est sorti de terre il y a une petite dizaine d'années tout au plus. C'est quelque chose d'assez uniforme, on sent une homogénéité derrière, hein. Voilà, on retrouve des mêmes matériaux, il y a la même transparence, le même pavage au sol, il y a un miroir d'eau à mon avis qui va apparaître dans les 5 prochaines années, voilà, le fétiche du moment. Il y a des choses comme ça, on a des recettes, vous voyez, les recettes métropolitaines se plaquent, se calquent et se déclinent à toutes les échelles. Du coup,
c'est vraisemblablement au croisement de ces deux choses-là, une homogénéisation qui n'est pas une standardisation esthétique et paysagère, qui conditionne les comportements attendus. On est vraiment dans une biopolitique, hein, parce que se déplacer sur ce type de matière, plutôt sur de la terre nue, contourner un immeuble qui est aussi bien pensé avec un effet bloc, contrairement, je ne sais pas, à une friche ou à un jardin d'aventure, c'est radicalement différent, d'accord? On n'a pas la même aspiration au monde et on n'a pas surtout la même représentation de l'espace habité. Donc, il y a bien matériellement un paysage qui est en train de s'homogénéiser. On retrouve un peu partout les mêmes projets, les mêmes montages, les mêmes financements, les mêmes savoirs, les mêmes formations. Je me mets dedans, les formations universitaires qui forment allègrement à ce type d'homogénéisation-là, il faudra qu'on en discute aussi. On retrouve les mêmes paysages, les mêmes comportements attendus, les mêmes conduites organisées. Concrètement, hein, la manière de se déplacer, la manière de manger, la manière de se loger, toutes ces choses-là sont en train de s'homogénéiser. Et au bout, c'est ça qui structure le désamour métropolitain, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est univoque. Et la nature humaine, généralement, a horreur de cet univoque-là, souhaiterait, c'est la ville telle qu'on l'a héritée, dans la multiplicité, c'est un lieu éventuellement de mélange, de brassage, de diversité. Et bien cette ville-là n'est plus ce qu'elle l'était au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle. Et c'est en fait ça, dans le temps long de l'épopée des villes civilisationnelles, qui remonte à la Mésopotamie antique, hein, à la révolution néolithique. La sédentarisation a créé les premiers groupements proto-urbains. Vous avez tous les stades, hein, d'accord, de l'empire colonial, juste avant les cités-États. On peut parler aussi de la Grèce antique avec sa culture de la démocratie. La ville a toujours été le parangon, le Pygmalion, le phare qui doit guider l'humanité, fondamentalement. C'est pas pour faire grandiloquence que je dis ça, parce que c'est vraiment l'épopée des villes. La métropolisation, par l'urbanisation généralisée, nous fait entrer certainement dans le stade ultime de cette réalité-là. Du coup, eh ben, on a un problème avec la civilisation. C'est ça que ça veut dire, hein. Si on va au bout du bout, il ne s'agirait pas de changer de civilisation, mais de changer cette civilisation, qui a fait que tous nos corps, tous nos esprits sont façonnés par le fait même d'habiter de manière urbaine la planète. Alors vous allez me dire, après, qu'est-ce que ça veut dire? La ville, de quel urbain on parle, etc., de quelle taille, etc. Bon, du coup, je bascule dans le deuxième temps, qui est celui d'une autre géographie. Si écologiquement c'est dramatique, si sociologiquement ça exclut, si anthropologiquement ça conditionne un peu nos manières de nous comporter et qu'on est en droit d'être un peu fatigué, pour ne pas dire saturé. On peut aussi imaginer de réempuissanter nos propres capacités, c'est le monde idéal, hein, de oui, je vous demande de me suivre 2 minutes, d'accord? Imaginons qu'on ait un peu de pouvoir, ben, à mon avis on peut y arriver. C'est-à-dire qu'il faudrait repenser notre habité du monde, mais loin des concentrations urbaines et loin de la densité et de l'artifice tel qu'il nous est imposé par toutes les politiques qui continuent à nous agglomérer au nom du principe d'attractivité et de compétition territoriale. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Hein. Attirer, les cerveaux, les talents, c'est les termes consacrés, c'est pour briller en société et surtout dans la compétition internationale, faire venir du cash, de la ressource, de l'économie. Bon. Au bout du bout, il y a bien quelque chose, on pourrait y venir dans la discussion, qui est clairement anticapitaliste. Hein. Si on démantelait les grandes villes en voie de métropolisation, si on pensait... Alors, une autre géographie, mais cette fois-ci non plus à partir des polarités métropolitaines, mais à partir, alors c'est un effet de construction historique de la France, la macrocéphalie parisienne a créé la fameuse, pour ça que je disais l'INSEE, diagonale du vide. Vous avez des espaces qui en France, dits de campagne ou de ruralité, sont faiblement peuplés, d'accord? Dans la doxa dominante, ça serait des lieux ou des espaces qui seraient même en déclin désertique. Je ne sais pas où ils voient le désert, mais il y a plein de monde, il y a plein de vivants surtout, d'accord? Si on peut considérer qu'on fait partie d'une communauté terrestre, ce ne serait pas inintéressant de considérer les vivants comme peuplant le monde aussi. C'est une parenthèse, voilà, c'est toujours une dédicace à l'INSEE, il faut que j'arrête avec une dédicace à l'INSEE. Il y a bien quelque chose là qui, depuis la macrocéphalie parisienne, a finalement protégé, préservé, j'ose le terme, une strate territoriale qui est celle des 10 000 petites villes de proximité jusqu'à des bourgs-centres et des villages. C'est cette strate territoriale qu'il va nous falloir à un moment donné, mais c'est une inversion totale, hein, symbolique de la modernité. Hein. La modernité s'est construite sur la supériorité des villes sur les campagnes. L'exode rural a été forcé, pour faire venir la main-d'œuvre, et on a mécanisé les campagnes de telle manière à satisfaire les bouches de gens qui étaient toujours plus réunis et agglomérés. Hein. Voilà, il y a une dialectique historique entre ville et campagne. Il s'agirait donc dorénavant d'inverser, c'est en train de s'opérer, le désamour métropolitain est en train d'inverser symboliquement la charge entre ville et campagne. Le désir de campagne n'a jamais été aussi grand. Lorsqu'à la fin du 19e et début du 20e, c'était celui du romantisme bourgeois, je vous le répète, il traverse
toutes les cultures sociales. Ce besoin-là, vital, est en train de revenir, alors non pas à l'agenda politique, mais sur l'avant-scène de la pensée. Il y a donc une strate territoriale des 10 000 petites villes de proximité jusqu'à des bourgs-centres qui pourraient être des lieux où on pourrait implanter, réinstaller. Alors du coup, des modes de vie qui ne seraient pas les modes de vie dont nous avons hérité. Parce que bien évidemment, s'il s'agit de partir des villes avec les mêmes systèmes de vie, avec les mêmes modes de vie, ça va poser un problème éminent. Si on va dans les campagnes pour réclamer la 5G avec son SUV et puis sa piscine chauffée, ne bougez pas, restez au même endroit. Mais comme écologiquement c'est devenu dramatique, comme écologiquement les 10 premières métropoles de France, celles qui ont les fameux galons sur l'épaule, en 2050, c'est annoncé par les modèles de Météo France, confirmés par les modèles américains, et ben on aura des températures moyennes pendant la période estivale de l'ordre de 48 à 55 degrés, c'est ça qui est annoncé. Il y a peut-être quelques gouttes de sueur qui vont traverser les esprits. Vraisemblablement, on est parti dans les 20 ou 30 prochaines années dans une accélération du processus de desserrement urbain. D'exode inversé. Il n'existe pas, il est à bas bruit, il n'y a pas d'exode urbain massif, mais c'est indéniablement une hypothèse de travail que, comme par hasard, les collègues suisses, les collègues américains et les collègues canadiens sont en train de mettre sur la table auprès des autorités. La France, avec cette fameuse diagonale, ces espaces de désertion qui n'en sont pas, indéniablement, vont être un lieu d'appétence, de désir. Et c'est l'objet du coup de la deuxième partie, de penser quelle société ça pourrait créer, de vivre avec cette géographie du vivant-là. Voilà. Enfin, avec nous dedans. Quelles seraient les ressources nécessaires en termes de logement, d'accès à la terre pour l'alimentation, de ressources forestières pour l'énergie et d'autres? Comment on pourrait faire communauté? Sur quelle base politique? À partir du communalisme, du municipalisme ou du confédéralisme? Des propositions sont faites, étayées par des exemples qui sont pris et des témoignages qui s'inscrivent déjà dans ce cheminement-là. On est en fait, pour moi, à la croisée des chemins. La deuxième partie, c'est pour entériner cette croisée des chemins. Soit on continue par l'aveuglement généralisé, sauf qu'on n'a plus le temps de tergiverser. On continue par l'aveuglement généralisé de la ville comme seule destinée d'une humanité qui continue à se regarder le nombril, parce que c'est ça, la ville, au détriment du vivant. Ou alors, on prend dignement la question à hauteur civilisationnelle où elle nous situe, et on repense la géographie de l'ensemble de nos territoires, c'est-à-dire des formes d'habiter de la Terre. Et là, ça veut donc dire que j'emprunte à l'anthropologie. Qu'est-ce qui fait communauté? À partir de quelle taille on peut véritablement dire appartenir à un groupe? L'anthropologie est claire là-dessus, il faut 150 à 200 personnes pour commencer à avoir un sentiment de parenté, pas de parentalité, de proximité, et bâtir un groupe qui forme une communauté, mais pas avec des barbelés. D'accord? Quelle serait la taille de ville qu'il nous faudrait atteindre pour véritablement abaisser le taux de charge environnementale, c'est-à-dire renouer les liens avec la Terre? C'est 20 à 30 000, l'histoire est claire là-dessus. Ça fait longtemps qu'on a franchi les 20 à 30 000, hein, ça va? Mais depuis l'archéologie tropicale jusqu'aux villes en transition, en passant par les utopies urbaines, le chiffre de 30 000 ressort de l'histoire. Pourquoi ne devrions-nous pas nous reposer la question de savoir si la décroissance urbaine pourrait mener à repeupler à taille limite ce que seraient des petites villes de proximité, qui sont généralement à 8-10 000 habitants, pour tendre vers quelque chose qui soit soutenable écologiquement, et surtout adaptable, résilient. J'emprunte tous les mots du marketing territorial en disant ça. Hein. Ah. Bon. Mais allons-y, si les gens y mettent des choses très vertueuses et qui tendent vers le bien vivre, moi j'y vais à 200%. Hein. Voilà, juste qu'on s'entende un peu sur est-ce que c'est de l'enfumage ou est-ce qu'il y a de la sincérité derrière. Voilà, c'est juste la précaution oratoire que je prends en utilisant ces termes-là. Mais allons-y. Pour que les villes soient soutenables, ça fait longtemps qu'elles ont franchi la limite. Leur poids métabolique pèse sur l'entièreté du biotope par tout simplement le fait qu'on se soit délié de nos propres capacités manuelles de produire ce dont nous avons besoin. En ville, ne me faites pas dire que vous produisez tout ce dont vous avez besoin pour manger, vous chauffer, vous nourrir, vous déplacer. Et bien au bout du bout, la géographie alternative, c'est celle de l'autonomie. C'est la question de l'autonomie qu'il nous faut reposer comme ambition politique. Lorsque l'abondance civilisationnelle de la modernité nous a déliés, détachés et rendus dépendants de toutes les structures qui viennent nourrir les assiettes, chauffer, faire fonctionner par l'énergie qu'on dit décarbonée, mais qui vient de très très loin, d'accord, et qui pèse aujourd'hui, il y a une descente énergétique et matérielle. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on produit énergétiquement, on ne pourra plus le produire dans 30 ans, à moins de faire des réacteurs nucléaires, mais vous me passerez bien volontiers l'idée que le nucléaire n'est pas non plus de bon conseil pour l'écologie, ça va, on peut aller là-dessus. Bon. Du coup, descente énergétique, descente matérielle, si on veut tendre, reprenons les termes du débat, à une neutralité carbone 2050, il va falloir diviser par 4 à 6 nos systèmes de besoins. Donc ce n'est pas une sobriété telle qu'elle nous est
présenté, c'est une véritable frugalité, voilà, une austérité joyeuse, pour reprendre les termes d'Illich. Ça veut donc dire qu'il va falloir trier entre le bon grain et l'ivraie. Il y a des choses qu'on va devoir garder absolument, hein, et des choses qu'on va devoir délaisser. Doit-on continuer à prendre l'avion, puisque ça fait débat depuis 4-5 jours, depuis que Jean Covici nous parle de ces choses-là. Ça fait juste 10 ans que j'attends qu'il aille là-dessus, hein, mais bon, il y va, tant mieux. Doit-on continuer avec des besoins somptuaires et totalement artificiels? Il va falloir abaisser de 4 à 6, et le seul moyen de diviser cette chose-là, au-delà des revenus, qu'il va falloir aussi diminuer, hein, soyons clairs, parce qu'il y a une corrélation étroite entre le niveau de revenu et le niveau d'impact écologique de nos propres modes de vie. Et bien c'est tout simplement d'être au plus près des effets environnementaux de nos propres comportements de vie. Et pour ça, il faut donc être au contact du vivant, pour s'apercevoir que la terre que l'on va cultiver, comment faut-il la cultiver, quelle est sa saisonnalité pour retrouver des rythmes de vie qui ne soient pas ceux des tomates au mois de janvier sur les étals dans les métropoles, je caricature, mais là, il y a une disjonction, une déconnexion totale. Au niveau de la matière, il faut à un moment donné pratiquer de la main pour s'apercevoir de tout ce qu'on doit extraire, et donc de toutes les limites que nous atteignons par l'extractivisme généralisé. Il y a donc des low-tech qui permettent éventuellement d'avancer sur ce chemin-là. Il y a de l'architecture bioclimatique qui peut nous apporter. Enfin bref, on a toutes les connaissances aujourd'hui, depuis maintenant plus d'un siècle, et je vous renvoie au traité de maraîchage de la fin du XIXe siècle, qui disait tout, hein, du maraîchage et de ses vertus. D'ailleurs, c'est la plaine des vertus à Aubervilliers qui permettait de nourrir un tiers de la population parisienne à cette époque-là. On a tous les savoirs mis bout à bout. On a toutes les ressources dans les périphéries et pas dans les espaces métropolitains. Il conviendrait juste maintenant de forcer le débat à mettre la question de l'autonomie sur la table. Et même, j'irai jusqu'au bout, c'est la démonstration que je tente de faire, mais elle appelle à débat. Il nous faut en fait 4000 m² par habitant dans nos écosystèmes pour faire autonomie. Alimentaire, énergétique, circulatoire, tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que chacun a 4000 m² avec des barbelés, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de vous vendre ce rêve qui est plutôt nauséabond. Mais 4000 m², quand vous multipliez par le nombre d'habitants en France, on arrive à 48% d'espace hexagonal. Or, lorsque vous regardez l'artificialisation réelle de la France, c'est-à-dire 10% de villes, plus 40% de surface agricole utile qui est convertie à l'agriculture industrielle, on est à quasiment 50% d'espace hexagonal qui est artificialisé. Oui, parce que je fais le pari, si vous me permettez, de mettre l'agriculture industrielle, mécanique, voilà, chimique, dans l'artificialisation du monde. Vous pouvez le prendre sous tous les angles. On a encore, non plus le temps, mais les ressources, à condition d'y aller, de se remonter les manches. Et tu as posé la question, du coup, de quels sont les savoirs de la main et les savoir-faire autonomisants qu'il nous faut revisiter, qu'il faut réapprendre. Où est-ce qu'on aimerait véritablement vivre? Dans quel lien de dignité, de décence et de responsabilité vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis du vivant? Donc c'est-à-dire que nos sensibilités de nature, notre culture du vivant va devoir complètement voler en éclats. Pour l'instant, elle est totalement artificielle, hein, d'accord? En renouant des liens, il va falloir aussi réapprendre à ouvrir les yeux, à sentir. Voilà. C'est donc une autre corporéité, c'est une autre sensibilité au monde. Mais la ville nous a insensibilisés au vivant, et particulièrement pour son propre dessein, qui est tellurique, hein, qui est de nous laisser croire que les limites planétaires étaient quasiment infinies. Je pense que c'est ces limites-là qui nous rappellent à un peu de mesure et un peu de responsabilité, à la condition qu'on reprenne en main politiquement nos choix d'habiter. Voilà. C'est toute la deuxième partie du bouquin qui termine sur des biorégions à une échelle d'une trentaine de kilomètres, dans laquelle nous aurions des modes de déplacement qui ne seraient pas carbonés, fossiles, dans lesquels il y aurait des communautés, il y aurait des villes qui n'excéderaient pas de 10 à 15 000 habitants. Voilà. On peut remailler tout le territoire à partir d'un concept, qui a quelques expériences mais assez limitées, de biorégion post-urbaine. Mais là, du coup, vous l'aurez compris, on n'est pas du tout dans la métropole de Clermont-Ferrand. Ça ne veut pas dire qu'à Clermont-Ferrand, on n'est pas encore à une taille, peut-être limite, mais qui permettrait, alors là, en changeant radicalement d'orientation politique, non plus de se regarder l'intérieur de l'espace métropolitain pour continuer à ériger et à sortir des quartiers comme celui-ci, mais qui devrait maintenant faire œuvre d'humilité et s'ouvrir au territoire, de telle manière à bâtir les accords de réciprocité, et surtout, toute la richesse qui a été indûment accumulée par les métropoles doit être dorénavant reversée au territoire serbe. Mais c'est une inversion, soyons clairs, hein, de la modernité entre ville et campagne, puisque symboliquement elle est en train de s'opérer, il conviendrait maintenant politiquement de porter cette affaire-là, de le mettre à l'agenda. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout les pouvoirs publics pour ça, et les institutions continuent, l'État est capitaliste selon moi, les institutions métropolitaines dedans continuent l'œuvre funeste du capital à son temps néolibéral. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais passer aux questions.
Bonsoir, M. Febrel. Moi, c'est la 4e fois que je vous entends. Je l'avais découvert à Toulouse, journée d'été des écologistes. Et puis, on vous avait fait venir avec un parti dit écologiste et écologique à Clermont-Ferrand. Et l'année dernière, à l'IADT. Et je vois que le discours est il avance plus que les autres fois, parce que les autres fois, j'étais un petit peu restée sur ma faim dans les propositions, notamment l'an passé, l'année dernière, je l'ai dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ce que vous dénoncez, c'est, alors moi je vais être très franche, c'est exactement ce que pense Olivier Bianchi, le maire de cette ville et président de la métropole. Parmi-moi, là, il y a un de ses adjoints, représentant, que je commence à bien connaître, avec qui on travaille, avec qui on partage. Je croyais qu'on partageait des choses et avec qui on ne partage plus de choses. Et on est en train de se battre contre lui pour modifier, contre le système, mais avec lui en particulier, parce qu'il est à l'écoute, et on est en train de modifier, de tenter de modifier le PLUI. On s'est rencontrés il y a 6 jours pour parler de ça, le plan local d'urbanisme intercommunal. Et on va à 10% de ce que vous dites. Hein. Et malgré tout, on est totalement incompris. Mais totalement incompris, on est pris pour des fous. Hein. Et ce que vous avez dit sur l'artificialisation et les 50% de terre que vous rentrez dans les terres artificialisées, ça, moi, j'aime bien. J'aime bien parce que je me dis, mais à quoi ça sert de contraindre la ville absolument dans ces quelques centaines d'hectares, puisque de toute façon, autour, nous, ici, on a l'animal pleine d'engrais, pleine de pesticides, qui est horrible. Et la plantation des haies, on est parti pour voir quelque chose qui va sortir de terre dans 50 ans. Donc je colle tout à fait à vos discours. Et autre exemple, dimanche dernier, j'ai eu une ancienne collègue au téléphone, une fille qui m'avait succédé dans mon boulot, et elle avait un appartement à Chamalières, et elle est partie faire de l'agriculture, du maraîchage, à côté du lac de Borlézon. Voilà, et elle était citadine. Hein. Elle a appris un peu avec son père, et surtout avec Internet, des cours. Bon, elle a bac +5 en environnement, elle s'y est mise. Ça marche bien, elle est heureuse, son compagnon aussi. Et elle se passe totalement de la ville et elle a tout laissé. Entre-temps, quand elle avait quitté l'endroit où nous travaillions, elle avait passé le concours d'institutrice, la professeure des écoles. Elle a fait ça 4 ans et elle a tout arrêté. Et ses filles sont heureuses. Elle dit, mais bref, quelques difficultés. Elle dit, ah oui, mais dans le Cantal, on trouve facilement des gens pour aider les enfants qui ont des difficultés à l'école, parce qu'il y a beaucoup moins de monde dans les classes, enfin tout se passe très bien. Elle a totalement changé de vie, alors qu'elle avait acheté un appartement à Chamalières. Alors c'est vrai que c'est une des filles qui a lancé la première marche climat là, dans les années 2017, 2018. Bref, elle a quitté Clermont et son truc il marche. Avec 3500, non, elle est partie de 3500 mètres carrés. Ils sont à 5000. Voilà. Il y en a de plus en plus comme ça. Moi aussi, j'ai une grande réussite. J'ai déménagé il y a 3 ans à Thiers et j'ai planté un cerisier qui a eu une cerise cette année. Plus sérieusement, Guillaume, tu parles d'un accord de réciprocité possible entre la ruralité qui entourerait Clermont-Ferrand et Clermont-Ferrand. J'ai du mal à imaginer une réalisation de cette réciprocité. Si tu pouvais donner quelques exemples pour le Gaussien que je suis, ça m'arrangerait. Les accords de réciprocité nous viennent particulièrement des régimes fédéraux. Donc en Allemagne, par exemple, il y a des accords de réciprocité des grandes métropoles, ou en tout cas des grandes collectivités territoriales urbaines. C'est notamment le cas de Munich qui a sécurisé la ressource en eau en signant un accord de réciprocité avec les communes du bassin versant. Voilà. Et concrètement, c'est l'aide à des projets de ces communes-là, c'est du reversement budgétaire, parce qu'il y a une tolérance du côté des landeurs autour de cette possibilité-là,
Voilà un exemple concret d'un accord de réciprocité. Et là, c'est encore très utilitaire ou utilitariste. C'est pour garantir la ressource en eau des Munichois. On peut très bien envisager des accords de réciprocité sur tous les biens d'environnement sans nécessairement être dans une logique utilitariste. Cet exemple, ça te parle? Oui, ça me parle. C'est bon? Oui, pardon. Ok. Bonjour. Voilà, moi je suis un militant politique et ce qui me va bien, c'est quand vous parlez de municipalisme. Ouais. En fait, je pense que c'est la clé dans le monde urbain. Personne ne connaît le municipalisme et en fait, les dernières élections municipales, on a commencé à avoir des listes avec des programmes basés sur le municipalisme. C'est tout le contraire d'être l'attractivisme urbain, en fait. Et donc, on s'occupe plus des gens, des équipements, de la vie, du bien-être des gens que le côté économique. Voilà. À Clermont, cette politique d'attractivisme est en train de bouffer. Vous allez à la Part-Dieu, vous allez au Brézé, vous allez tout autour. Les immeubles commencent à pointer et certains vont aller beaucoup plus haut que ceux qui sont en centre-ville, ce qui est complètement aberrant. Voilà. Et donc, moi, je tiens beaucoup à cette notion de municipalisme. Les gens ne connaissent pas ça, mais il y a tout un tas d'idées à développer autour de cette notion. Et je pense que ce sera aussi peut-être en jeu des prochaines élections municipales, parce que moi je fais partie d'un mouvement, on va dire, qui essaye de mettre ça en jeu. C'est exactement le contraire de ce qui se passe à Clermont, du coup. À Clermont, avec une plaine de la Limagne, on devrait avoir un tas de fermes qui devraient alimenter la ville. Ce n'est pas le cas. C'est une volonté politique. Il n'y en a que deux, Beaumont, Sarliève. Donc il devrait y en avoir des dizaines peut-être même. Voilà. Et c'est pas le cas. Donc voilà, tout ça, moi je suis assez d'accord avec vous. Mais du coup, c'est marrant parce que dans le bouquin, je ne fais pas de la com, je vous dis franchement, parce que ça m'évoque des trucs que j'ai écrits devant. Toute la première partie, elle est sur métropolisation et l'idéologie métropolitaine. Quels sont les gardiens du temple? Alors c'est là où, dans les gardiens du temple, il y en a qui sont clairement positionnés, le capital, les intérêts privés, etc. Par moment, je mets le monde militant aussi dedans, et particulièrement de gauche. J'y ai pas il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le municipalisme, auquel j'adhère bien volontiers, libertaire notamment, ou le communalisme, me semble pas toujours au clair sur qu'est-ce qu'on fait des villes. Il me semble qu'il y a des propositions municipalistes qui sont encore, non pas attractivistes, mais qui sont constructivistes, qui sont développementalistes. Voilà. Et ça me gêne aux entournures, non pas parce que je suis moi, on n'en a rien à foutre, mais parce que écologiquement, c'est pas tenable. Je prends un exemple. La question de la crise du logement dont on entend parler à longueur de journée, heureusement ces derniers jours, d'accord. Quelles sont les coordonnées d'entrée du problème qui nous est posé? A-t-on véritablement un problème de pénurie de logement aujourd'hui en France? On a un problème de pénurie dans des zones en tension. Mais quand vous regardez avec un peu de distance, on n'a pas un problème de pénurie, on a un problème de répartition. Il y a plus de 3 millions de logements vacants, il y a 3,6 millions de résidences secondaires, il y a 600 000 logements qui sont sous-occupés. Croyez-moi bien qu'il y a 37 millions de logements pour 68 millions d'habitants. Si on avait l'intelligence collective, qui n'ont pas là-haut ou en bas, d'accord, les décideurs, on n'aurait pas ce problème. Et du coup, dans les mondes militants, je pense notamment à des gens que je côtoie et pour qui j'ai une grande affection, mes fondations Abbé Pierre et autres, qui disent clairement qu'il faudrait continuer à construire. Et bien c'est peut-être ça que j'entends par moment, je ne dis pas vous, mais dans des cultures municipalistes ou dans des listes qui voudraient, ou en tout cas des propositions qui ne me semblent pas toujours à la hauteur écologique des problèmes urbains que nous avons à nous coltiner aujourd'hui. Voilà, c'est juste ça. Donc le mode opératoire, j'y souscris, et même Bookchin, qui était à l'origine de cette chose-là, il a été très contradictoire dans sa pensée, puisqu'en les années 60 et les années 70, il était sur la taille limite et il avait fait un procès d'urbanisation et il est revenu sur le procès qu'il faisait de l'urbanisation. Donc on sent bien que derrière, il y a quelque chose, il y a une patate chaude. Voilà. Ça serait bien que les mouvements municipalistes se saisissent vraiment de la question de notre devenir urbain. C'est juste, j'envoie ça comme ça, j'ai rien dit.
François, M. Demoulin, quand il vous a commencé à parler de votre livre, Plus fort, pas rien. Dans le micro. Bon. On est utilisé par les places. Non. Ça ne marche pas. maintenant, faut-il que je l'avale? Je vais me passer du micro. Ouais. Je vais aussi la voix. Il n'est pas visible. Donc votre propos aussi est extrêmement dense et il fallait que je force un petit peu à vous suivre. C'est rempli d'informations, etc. Mais fort intéressant. Comme beaucoup de gens qui habitent dans cette ville ou d'autres villes, nous venons des campagnes. Je suis une victime de l'exode rural. J'ai quitté mon petit village de l'Allier, comme quasiment tous les gens au milieu des années 50, dont les familles paysannes, petits artisans, petits commerçants, etc., qui avaient une vie pas forcément facile, du point de vue du travail, de l'économie, etc. Non, je ne pas. Ah oui, parfois. C'est pas si faux? Si. Le slogan, enfin, l'antienne répandue dans les villages, c'était « rentrons dans l'administration ». Et nous avons tous fini, soit au PTT, soit dans la police, soit dans l'éducation nationale, l'université, soit à l'EDF, etc. Et puis, un jour, je suis arrivé dans cette ville pour y faire des études supérieures. Et une question que je me posais à cette époque-là, alors je vais prendre deux métiers par exemple, les métiers d'enseignant, et notamment primaire, et les métiers de soignant, notamment les médecins. Et je me disais, après avoir passé plusieurs années dans une ville universitaire, comment vont-ils faire pour se réimplanter dans des zones rurales? Parce qu'on s'y ennuie dans les zones rurales. Alors qu'ici, on a accès à un tas de... Vous avez parlé de termes de divertissement, et bon, le divertissement et la culture, c'est deux choses différentes, etc. Mais effectivement, la culture a été happée là aussi par le capital et transformée en produit marchand. Et la question que je vous pose, c'est comment renverser l'imaginaire. Ouais. Alors, il se renverse aujourd'hui, puisqu'on voit des jeunes qui ont fait de brillantes études, comme à AgroParisTech, c'est un exemple très connu là maintenant, et qui veulent ne pas forcément vivre dans les zones urbaines et inventer un petit peu leur vie. Et je crois que la question, elle est là aussi. En même temps, les circonstances que l'on connaît aujourd'hui et qui ne concernaient pas ma génération, même si j'étais actif et conscient dans les années 70 sur les questions écologiques, etc., on était à ce moment-là raillé par tout le monde, de la gauche à la droite. Alors, je crois que la gauche, si on était anti-nucléaire, on était rétrograde, etc. Et en tout cas, on passait pour des gens qui voulaient nous faire retourner le monde à l'âge des cavernes, etc. Donc, comment vous voyez et comment faire pour transformer l'imaginaire qui nous ferait aller vers d'autres modes de vie qui seraient plus conformes avec l'effondrisme. Non, oui, non, moi je suis pas effondriste, je suis cette littérature-là, mais pour moi, je ne suis pas dans cette culture-là, voilà, cathartique ou catastrophiste, ou en tout cas considérant que l'effondrement est déjà engagé, et que finalement, moi j'ai pas de... Il y a vraiment un problème, effectivement, de construction narrative des imaginaires et des mises en récit. Voilà. Néanmoins, il y a une diversification des récits qui est en train de s'opérer, parce qu'auparavant, il était beaucoup plus monolithique et linéaire, celui de la modernité, du progrès, il a fait du temps, cette modernité. Là, ça a quand même un peu commencé à vaciller depuis les années 70-80. Et la question écologique, en tout cas dans les jeunes générations, ouvre une constellation de mise en récit et d'imaginaire qui, à mon avis, n'est pas ceux de nos générations. Voilà. Il y a un renouvellement générationnel qui, à mon avis, joue à plein dans la diversification. Et là, pour le coup, ils n'ont pas de pudeur. L'idée du désir paysan, alors par moments avec beaucoup de fantasmes, d'accord, et beaucoup de romantisme, mais c'est humain, on peut aussi se planter, mais néanmoins, ça crée du désir. Mais c'est pas le désir de la marchandise, c'est le désir de sortir de la marchandise. Au moins ça, c'est en train de travailler le corps social plutôt sous l'angle de cette génération-là. Voilà. Et du coup, moi, il y a 13 témoignages dans le bouquin, il y en a quelques-uns qui sont de cette génération, y compris des groupes ou des classes populaires, qui, à mon avis, ont construit leur propre chaîne imaginaire, voilà, leur propre mise en récit. Alors certains attendent d'avoir un collectif, d'autres mûrissent le projet des années durant, mais globalement, il y a à bas bruit
un mouvement qui est lentement mais sûrement engagé, et particulièrement dans cette génération-là. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément que vous soulignez, c'est, ça ne sera pas d'un claquement de doigts, le paramètre écologique joue un rôle déterminant, je ne redis pas les 50 degrés annoncés pour les 10 premières métropoles, ça je pense que sincèrement, les conditions objectives d'existence, mais les conditions écologiques objectives d'existence, pour reprendre des termes marxistes, vont à un moment donné un peu peser dans les consciences. Moi je fais le pari, c'est hélas un pari un peu mortifère, mais néanmoins, là pour le coup, la dévastation va accélérer une prise de conscience et ne va pas se limiter à cette génération-là. Je terminerai juste quand même sur l'idée de la culture. C'est-à-dire que quand vous dites c'est chiant à mourir, c'est pas le terme que vous avez employé, mais c'est comme ça que j'ai entendu, c'est peut-être une distance, on est à 25 mètres, 50 mètres, bon. Les campagnes sont un peu molles du genou, ça va, bon. Là, moi, pour le coup, c'est justement, effectivement, à l'époque, ça l'était vraisemblablement, mais c'est une construction à la fois narrative et politique du monde, d'accord? On a dépeuplé, on a retiré les fiertés à ces mondes-là, et on a surtout décolonisé les esprits pour pouvoir les rendre corvéables, en tout cas, par le mythe de l'émancipation, qui n'était pas qu'un mythe, hein. Voilà, des générations entières, en venant en ville, se sont formés et se sont arrachés de leurs conditions d'entrée. Sauf que cet ascenseur-là ne fonctionne plus, et que du coup, ce que vous avez quitté en considérant que c'était assez moribond, en tout cas pas suffisamment dynamique et animé, là pour le coup, je pense que aujourd'hui, c'est totalement inversé. C'est-à-dire, enfin totalement inversé, en tout cas, que ce ne sont pas les mêmes cultures, mais que loin de ce que vous dites, il y a énormément de campagnes qui sont en fait hyper actives. Sauf que ce n'est pas les cultures de l'urbain, et on n'a pas les mêmes repères pour éventuellement les identifier comme faits de culture. C'est beaucoup plus abrupт, c'est beaucoup plus puissant. On est dans une rivalité, des formes de proximité, il y a une relocalisation. On n'est pas sur la grandiloquence des spectacles, des œuvres théâtrales ou de l'opéra local auquel finalement on sacrifierait une fois par mois pour voir une œuvre qui transiterait par la métropole que l'on peuplerait ou que l'on habiterait. Ce sont d'autres formes de culture. Mais sincèrement, pour observer ça avec des collectifs notamment, et je ne parle pas simplement des activistes de soulèvement de la terre ou autres, hein, il y a véritablement dans les périphéries, avec 17 guillemets, énormément de rebonds culturels, voire de réappropriation sous l'angle du folklore, du rite ou des choses comme ça, d'éléments qui créent d'ailleurs de la solidarité et qui font que les campagnes ne sont plus seules, ce sont plus celles que l'on a décrites des décennies durant, qui renvoyaient une réalité, mais qui n'est plus celle d'il y a 50 ou 60 ans, vraiment. Oui. Quand je disais on s'ennuie à la campagne, c'était ce qui nous a poussé. Oui, mais c'est même complètement. Je ne suis plus un adolescent. Tout à fait. Et c'est même... Je parlais de ce temps d'avant. Mais c'est même un argument qu'on entend encore chez les urbains, voilà, qui vont me dire mais c'est chiant à mourir ta campagne. Et ben retourne dans ta ville. Il y a un moment donné, vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi assumer cette chose-là. Si on est nourri au petit lait de l'artifice, de la surstimulation, de l'offre culturelle qui est une consommation, des liens humains qui sont aussi des consommations, hein. En ville, soyons clairs, on consomme les relations. Voilà. Être, par exemple, voisin en ville et à la campagne, c'est radicalement différent. Voilà. Le voisinage en ville, on en pense de ce qu'on veut, mais on a encore le choix d'éviter et de ne pas toujours entrer en relation. À la campagne, vous n'avez pas le choix. Enfin, c'est là où vous habitez. Vous êtes obligé de composer avec les voisins. Y compris lorsque le voisin est, entre guillemets, un gros con et qui va... Voilà. Il y a un moment donné, il va falloir bâtir des affinités sur d'autres modalités. Et bien rien que ça, pour moi, c'est pas pour dire c'est différent donc c'est mieux, mais au regard de ce qui se joue comme espace, micro-espace de solidarité dans ce voisinage qui est imposé, je crois que là, on a un indicateur de ce que la campagne produit comme nécessité d'évolution de nos propres rapports à l'altérité. C'est-à-dire comment on fait communauté. La ville, c'est une consommation généralisée. On consomme les relations, on consomme les produits, on consomme les marchandises. Et du coup, la culture, on la consomme aussi. Voilà. Pour des éléments de plaisir, hein. Le petit cœur, il bat. Hein. Mais ça se fait avec quelles conséquences, à la fois sociales et écologiques, de tri et d'impact qui peuvent se réaliser derrière. Je ne dis pas ce que je dis. Donc, les cultures urbaines aujourd'hui sont indéniablement un des problèmes qui nous est collectivement posé. C'est-à-dire qu'elles ont construit en nous l'idée de la multiculturalité, de l'hospitalité, du brassage, de la rencontre, de l'altérité, de toutes ces choses-là. J'ai même des collègues qui vont vous dire que l'urbanité décline des centres urbains jusqu'aux campagnes. L'urbanité, c'est quoi? C'est être urbain. Être urbain, c'est être intelligent collectivement. C'est être accueillant, c'est être civil. Dans le terme être urbain signifie ça. J'ai un collègue, Jacques Lévy, géographe,
qui nous raconte à longueur de journée que le gradient d'urbanité décline des centres métropolitains aux campagnes. Eh ben, c'est tout simplement une euphémisation du bouseux ou du cutéreux. Voilà comment des penseurs ou des collègues parlent de l'urbain et de la supériorité culturelle et culturelle de l'urbain sur toute autre forme communautaire de construction de culture. C'est dramatique parce qu'en dehors, ça s'agit de tous les côtés. Et je pense que c'est invisibilisé, qu'on ne le voit pas. Et je ne parle pas, bien évidemment, du journal de TF1 de 13h. Voilà. Et pas que TF1. Oui, pas que TF1. Je suis un peu long dans mes réponses, je vais faire beaucoup plus court. Bonsoir, moi j'étais curieuse de savoir quel regard vous avez sur la propriété foncière au regard de la perspective de redistribution territoriale que vous avez donnée en seconde partie. Sous quel angle, c'est-à-dire quel serait le régime de propriété? Bah ouais. Alors tous les collectifs qu'on a un peu accompagnés, qu'on a observés, que d'autres ont suivi et observé, documenté, et avec qui on travaille, disent qu'il y a plein d'éléments structurants que l'on retrouve de manière commune. Voilà. Il y a des communs de l'alternative dans les périphéries. Indéniablement, la propriété privée en est un. On se pose la question de comment, non pas sortir, parce que ça devient compliqué, mais composer avec. Et là, juridiquement, il y a entre les fiducies foncières qu'on est en train avec les bails solidaires, qu'on connaît d'ailleurs en ville, mais fiducies foncières ou les baux amphithéotiques ou le partage de la propriété devant notaire, en fait, ce qui est en train de se faire dans les périphéries, c'est beaucoup de gymnastique autour du droit. Voilà. Dans la légalité, de légère désobéissance, mais qui n'est pas frontale. Il n'y a pas de sabotage direct ou d'emprise, c'est-à-dire d'accaparement de ce que serait la propriété foncière. Non pas parce qu'il n'y a pas le désir, mais parce qu'en face, la réalité de la propriété terrienne, ça fait un siècle qu'elle est là. On ne va pas se laisser tondre le poil sur le bras. Donc on est plutôt dans ce que moi j'observe, une forme de virtuosité juridique. Voilà. Avec aussi des coopératives, les sites peuvent jouer un rôle. Voilà. On a aussi des acteurs locaux qui, revigorés, peuvent être, non pas prête-nom, mais peuvent être fer de lance autour des foyers ruraux, notamment des choses sont en train de se développer. Donc moi ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois la question est posée, l'idée du partage et de la solidarité, de ne pas rentrer dans la propriété individuelle de la terre avec ses propres régimes de supériorité et surtout de patrimoine et de descendance, mais qu'on ne peut pas faire en dehors de cette réalité-là, et que finalement, en regardant au plus près, par exemple des parcelles forestières qui sont acquises de manière collective, ça peut arriver, de telle manière à l'exploiter de manière écologique. Voilà. Il me semble qu'il y a des propositions qui, de ci, de là, composent avec le régime de propriété foncière. Bon. Bonsoir, merci. Du coup, effectivement, je fais partie de cette génération qui a cet appétit de retour à la terre, de changement. J'ai vécu quasiment 3 ans à Paris et ce que vous disiez sur l'épuisement et sur des besoins qui n'ont aucun sens et dans lesquels on se fait happer avec une espèce d'impuissance, même quand on pense y échapper. Donc on est vidé de vie finalement, je vois bien. J'ai un ensemble de questions en vrac, donc voilà, il va falloir composer avec ça aussi. J'ai une question par rapport au numérique. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le garde, on ne le garde pas? Quelque part, il y a plein de choses à aller chercher, un lien au monde, une ouverture, ou alors c'est une illusion de l'ouverture, mais en tout cas, on a des savoirs qui viennent du monde entier, on a un rapport à l'altérité, donc qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Est-ce qu'on le bannit? Est-ce qu'on le transforme? Est-ce qu'on le choisit? Qu'est-ce qu'on en fait? Je me pose une question par rapport aux classes populaires, comment est-ce qu'on les prend en compte? Les questions des quartiers prioritaires, comment est-ce qu'on désjargonne aussi, parce que je pense que c'est très intéressant, mais et pourtant je me sens quand même assez connectée à ce que vous dites, mais des fois c'est pas forcément facile à suivre et je me dis que voilà, je sens vouloir marginaliser ou quoi, et comment est-ce qu'on sort de la déshomogénéisation aussi, parce que finalement tous ces discours-là, si on se regarde tous ensemble là dans cette salle, on est quand même une classe sociale relativement homogène malgré tout. Et puis quand on regarde aussi ce qui se passe, on a beaucoup de paysans boulangers, mais c'est beaucoup de cadres sup qui se transforment en paysans boulangers. On aura bientôt une armée de paysans boulangers. J'avais une autre question sur comment est-ce qu'on retrouve des formes ou des espaces de puissance, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'impuissance, de fatalisme,
Et ça contribue aussi à entraîner dans tout ce mouvement de métropolisation. Je ne sais pas quoi faire de moi-même, donc je consomme, etc. Et puis c'est intéressant que vous abordiez cette question des nouveaux récits, parce qu'effectivement, ça permet de sortir un peu des discours dominants qui sont très mortifères actuellement, entre un effondrement ou un transhumanisme débridé. Et du coup, de réensemencement des imaginaires, qu'est-ce que vous en pensez? Et je pensais aussi à Futur Proche, qui fait des ateliers vraiment chouettes, et je me disais que ça pourrait être une question à soumettre pour leurs prochains ateliers. Comment est-ce qu'on sort de la ville? Il y a déjà pas mal de récits qui existent sur tous ces nouveaux récits. Là, en fait, il y a plein d'associations, plein d'ateliers qui se font un peu partout. Et comment est-ce qu'on va les chercher aussi? Je ne sais pas si vous avez déjà été les chercher. En tout cas, Futur Proche, par exemple, il y a un autre qui s'appelle, dont j'ai lu des histoires récemment, il y a une autre personne qui s'appelle Martin Stein qui écrit des petites... voilà. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on va chercher tout ça aussi pour les mettre en mouvement, en musique? Voilà, pardon, c'était danse. J'en avais plein. Oui, je vais pas pouvoir, enfin, je me sens pas de répondre à tout, parce que j'ai pas réponse à tout. Le numérique, mais effectivement, le numérique fait partie de la rupture anthropologique dont on a parlé. On n'a jamais vu rupture anthropologique aussi rapide dans l'histoire de l'humanité. Il a fallu 20-30 ans pour qu'on se suréquipe et qu'on se rende surdépendant d'une esclaves énergétiques, je dis, parce que du coup, il va falloir en découdre avec cette réalité-là. Mais à mon avis, on a toutes les connaissances et toutes les vigilances pour ça. Voilà, les low-tech sont déjà à l'œuvre sur la question. Le reconditionnement, la question des écrans. Si effectivement on en a fait son métier dans le cadre d'une birésidentialité pour télétravailler avec écran interposé, là ça va devenir problématique. Mais pour moi c'est une question économique. Voilà. Si c'est une question technique, on a toute la maîtrise technique qui permettrait d'abaisser le taux de charge. Donc en fait c'est notre degré de dépendance économique au tout numérique. Et la culturalité joue un rôle déterminant. Voilà, la question des plateformes, du streaming, de toutes ces choses-là. Voilà. En fait, la rupture anthropologique, le divertissement, c'est de ça dont je parle. On a un réel souci, mais je crois que la descente énergétique va s'imposer. C'est-à-dire que les data centers, le streaming, toutes ces choses-là n'ont plus à 30 ans les moyens de fonctionner tels qu'ils se construisent aujourd'hui. Donc c'est pas un pari de Pascal, quoique je pense qu'on n'aura pas les ressorts sociaux d'être intelligents collectivement et de nous poser la question, mais que c'est la matière et l'énergie qui vont s'imposer à nous pour re-questionner notre propre rapport de dépendance, mais qui s'est imposé à nos vies à une vitesse mais inconnue à l'échelle de l'humanité. Sur la question des classes populaires ou des cadres sup, parce que je mettrais bien ça en miroir, moi dans le bouquin je dis à un moment donné, mais en empruntant à d'autres, que par exemple les classes populaires sont assignées au béton. Dans les quartiers dits politiques de la ville qui sont en voie d'être démantelés pour justement les faire fructifier, soyons clairs. Les quartiers populaires, par exemple en Ile-de-France, les quartiers d'habitat sociaux, les quartiers petites villes, ils étaient construits à la marge, mais par le fait d'urbanisation, leur utilité foncière s'est vue rehaussée, parce que bien évidemment, étalement oblige, et ben, ils ont des positions aujourd'hui dans leur géographie, ils se situent à des endroits stratégiques. D'où l'idée de la mixité sociale, d'où le plan national, d'où l'ANRU qui intervient pour détruire, ou en tout cas casser, pour reconstruire, mais de manière plus ou moins éclatée. Donc, premier élément, les quartiers populaires sont entrés dans le jeu de la rente foncière, pas les classes populaires, mais l'enjeu stratégique et tactique que représente la matière et la localisation même des quartiers. Maintenant, en termes de classes populaires, c'est ce que je dis en empruntant à d'autres, c'est que les classes populaires aujourd'hui, sans misérabilisme aucun et encore moins mythe du bon pauvre, sont dans des filiations et des traditions, des manières d'être qui indéniablement ont leur propre écologie. Voilà. Les écologies populaires existent. Et elles existent alors pour les jeunes, surtout dans le surconsumérisme, mais pour les plus anciens, du fait de leur trajectoire et de leurs origines, on est clairement dans des manières de composer avec l'usage et le réusage, la contemplation, la lenteur, mais aussi par effet de précarité. On a tous les attributs d'une écologie que finalement nous devrions tous adopter, tous et toutes adopter. Voilà. Dans les cultures de gauche, j'entends pas beaucoup parler des cultures populaires sous cet angle-là. Donc moi, il me semble qu'on a quand même un débat à avoir sur quelles seraient les bonnes cultures sociales pour faire décemment écologique. Et du coup, les cadres sup, après, ça c'est un effet d'histoire, mais Che Guevara était famille de notaires, Lénine,
Ulyanov était quand même d'une famille aristocrate bien installée, non pas les aristocrates au sens du régime notabiliaire, mais autant. Je pense que à trop vouloir dire ce sont les cadres sup qui se font plaisir, je pense qu'on perd de vue, non pas la capacité d'entraînement que pourraient avoir ces choix-là, mais le fait que c'est peut-être la pointe avancée de quelque chose qui travaille déjà de manière sous-jacente d'autres groupes sociaux, mais qui n'ont pas la liberté. Je vous donne juste les enquêtes de l'Union sociale de l'habitat, depuis maintenant 3 ans, attestent que plus de 20% de gens éligibles au logement HLM voudraient quitter les villes de plus de 100 000 habitants pour faire autosubsistance. Donc ils font demande. Il y a même un programme national qui s'appelle EMIL qui a été mis en place en 2018 pour ça, mais qui a recueilli, parce que c'était sur volontariat, 2000 candidatures, mais parce que bien évidemment, le gouvernement mettant pas l'argent sur la table pour l'emploi, pour les transports, pour le logement, bien évidemment, il n'a pas fait écho à l'existence de ce programme-là, et le nombre de candidats a été limité. Mais là, il me semble que du côté des groupes populaires, il y a quelque chose qui inviterait à sortir, pour moi ça renvoie aussi aux militants, mais je le garde pour après, sortir quand même de cet assigné à résidence en considérant, parce que l'arrière-plan imaginaire il est là, que c'est la ville qui va continuer à les émanciper. Voilà. Je crois que tout le non-dit renvoie à ça. Pour beaucoup de militants de gauche, défendre les classes populaires, c'est ne jamais dire officiellement qu'on croit encore dans la capacité émancipatrice et émancipatoire de la ville. Et que c'est dans la ville que les quartiers populaires vont pouvoir faire émerger des émancipations et gagner en capacité d'action et en ressources de vie. Je vais faire plus court sur les autres. Moi, je terminerai juste sur les espaces de puissance. Alors du coup, je parlais des collectifs tout à l'heure, comment ils arrivent à se réempuissanter? Eh bien, simplement dans le rapport direct au vivant. Voilà. Il y a quelque chose là qui se trame. C'est-à-dire qu'on sous-estime, parce qu'on en a perdu l'habitude, voire on ne l'a jamais eu, à quel point être en lien direct avec, non pas des objets de nature, et encore moins des actifs de nature, mais avec l'organicité du vivant, crée une énergie, mais surdimensionnée par rapport à l'essoufflement que nous connaissons et à la saturation que nous vivons depuis les espaces urbains. Et ça, c'est pas, sincèrement, là non plus, c'est pas un fantasme rentré ou un bourgeois d'une 50aine d'années qui, arrivant à maturité, décide de se barrer, parce que ça aussi, ça arrive, dans la littérature, on le décrit. C'est vraiment une réalité. Beaucoup de jeunes qui s'installent le disent clairement. Il y a un revigorement évident, il y a une énergie qui est retrouvée. Et ça, pour moi, les espaces de la puissance, ce sont des corps. Retrouver les puissances, c'est directement faire des choses que l'on juge utiles. C'est remettre les mains dans la terre, c'est caresser quelques fougères, c'est regarder au grand air. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toutes ces choses-là qui sont en train de réempuissanter les corps. Mais pour ça, il faut avoir la latitude de vivre au contact du vivant. Ce qui nous a complètement été arraché. Et ne me dites pas que 3 pots de fleurs et une végétalisation dans l'écoquartier va vous donner un rapport au vivant qui est la décence du revigorement. Voilà. Je termine juste, donc la question du réensemencement, mais ça va de pair. Moi je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres, on va dire, de propositions narratives, discursives, d'imaginaire de l'alternative. Voilà. On peut penser à... Alors après, Morisot, Damasio, etc., sont sur ces choses-là, mais je ne veux pas en faire des figures tutélaires, parce que sincèrement, il y en a plein d'autres. Et là, moi, ce que je vois, par exemple, du côté de l'écoféminisme et des communautés écoféministes, il y a énormément de propositions qui sont d'une puissance assez redoutable. Voilà. Je crois plutôt à cet ensemencement-là, au regard des communautés qui se constituent avec cette filiation de pensée-là. Je n'ai pas répondu à tout, donc je suis désolé. Moi, je me pose la question de savoir si les solutions qu'on vous proposez et le modèle que vous proposez, il est viable et compatible avec la société capitaliste dans laquelle on vit et qui est mondialisée. Parce qu'on peut effectivement... bah ouais, mais du coup... Bah qu'est-ce qu'on fait? Bah non, mais oui, parce que du coup, c'est bien beau de vouloir retrouver l'autonomie, de vouloir retrouver la sobriété, mais du coup, ça veut dire que si on consomme moins et qu'on achète moins, et ben, à un moment donné, le modèle sur lequel on se base actuellement, il est plus viable. Ah bah oui, c'est fondé. Et est-ce qu'on se coupe des autres pays? Parce que si on produit localement pour consommer localement, est-ce qu'on arrête d'exporter? Est-ce qu'on arrête d'importer? Parce que c'est aussi une décision politique de répartition du territoire, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas les politiques qui nous dirigent, c'est l'industriel. Tout à fait. Mais du coup, pardon. Comment tout ça est lié? Est-ce que vraiment c'est compatible? Et si nous, en France, on dit ok, on veut ralentir, c'est bien beau de vouloir ralentir, mais en fait, il y a les autres pays à côté qui sont en plein développement
et qui vont dire mais moi je n'ai pas envie de ralentir, en fait il faudrait que le mouvement il soit global pour qu'il soit viable, et malheureusement... Ben, c'est là où je suis pas sûr qu'il faut qu'il soit mondial, parce que ça c'est une vieille antienne alors, d'un des attributs de la modernité qui est son universalisme. Il conviendrait, le gouvernement du monde, il conviendrait que tous les peuples se soulèvent simultanément pour que ça fasse transformation et radicalité. Moi je ne suis pas de cette filiation-là de pensée. Je pense qu'on a perdu du temps, ou en tout cas que c'était pertinent à un moment, mais que là, il faudrait que ça soit archipélique et la constellation, chacun selon ses moyens, puisse émerger, et à un moment donné, il y aura du commun, c'est évident. Donc c'est à partir du local qui a totalement été discrédité par les pensées nationales. Les États se sont constitués en arraisonnant et en assujettissant toutes les localités, parce qu'il y avait risque de soulèvement, que les passions pouvaient faire déborder de l'ordre étatiste. Bon. Du coup, il y a à déconstruire et à relocaliser nos propres passions. Mais oui, ça pose la question des liens d'interdépendance. Mais je rappelle que la définition même de l'autonomie, c'est en aucun cas l'autarcie, même si historiquement on pourrait discuter, parce que étymologiquement l'autarcie n'est pas le sens que l'on y met aujourd'hui. C'est pas s'enfermer l'autarcie, ça n'a jamais été ça. Mais dans le langage commun, autarcie veut dire ça. Donc on va le prendre pour le langage commun. L'autonomie n'est pas l'autarcie. L'autonomie, c'est choisir sa dépendance. Le docu de Bégodeau est assez magistral, il s'appelle Autonome, sorti en 2020, vous le raconte très très bien. Donc choisir ses dépendances, ça veut donc dire avec qui on souhaite cohabiter et pour quel type d'activité. Et c'est là où, à mon avis, la téléologie progressiste vient tout de suite s'imposer. Comme dans les villes, les quartiers populaires sont la bonne conscience, il ne faudrait pas les abandonner, donc finalement, on ne bouge pas soi-même, on reste au plus près pour pouvoir les défendre. Et je crois que la perspective mondialiste, qui n'est pas la mondialisation économique, nous fait perdre du temps par moment à regarder les éclosions qui pourraient, à un moment donné, s'agencer et se fédérer en partant du bas. Je crois qu'à trop réfléchir au coup d'après, c'est-à-dire comment à l'échelle supérieure bâtir des liens qui ne soient plus des liens marchands, mais qui soient des liens d'entraide, de solidarité, de respect mutuel et de diversité culturelle, à trop vouloir mettre d'abord ce temps-là avant le précédent, on n'est jamais entré dans l'idée de relocaliser et de réempuissanter en repartant du bas. Et je crois que ça c'est le rhizome de Deleuze, c'est des formes du politique qui viennent des mondes habités. Et non pas une pré-pensée qui imagine, à juste titre, les risques collectifs encourus et qui, du coup, se structure autour de l'effectivité du risque et ne voit pas qu'en fait, il faut d'abord réarmer nos propres affects pour pouvoir se réengager politiquement. Mais depuis la riverainité dont je parlais, le voisinage, le rapport direct au vivant, la relocalisation. Il n'y a pas besoin de repenser la localisation industrielle si à un moment donné, on est capable de faire tout quasiment de sa propre main et de se rendre autonome. Et du coup, effectivement, le capital ne laissera pas faire. Parce que le démantèlement, je vous renvoie notamment à Jason Moore là-dessus, a priori, le pire pour le capitalisme, c'est que nous débranchions. Le pire pour le capitalisme, c'est que nous ne soyons plus les idiots utiles ou les agents involontaires de cette réalité-là. Le jour où vous cessez de consommer, effectivement, ça va commencer à trembler. Et ça n'a pas loupé. Les cadres sup qui se barrent pour télétravailler, peut-être en faites-vous partie, moi je le suis, soyons clairs, universitaire, je télétravaille de temps en temps, voilà, je ne sais pas le faire, mais bon, voilà. Croyez-moi bien que les dispositifs sont en train de nous rattraper. Il y a bien là un risque pour la société de consommation et la marchandise de ne plus nous tenir. Mais force est de constater que c'est la ville et ses enceintes qui nous maintient dans la nasse de la marchandise. Le jour où vous décidez de repartir et de sortir des radars pour faire autonomie micro-localement, effectivement, vous vous retirez du jeu. Alors pour certains, Lordon et compagnie, on est dans la cabanisation et la fuite en avant, donc c'est une désertion, bref, c'est pas très, je vais mettre de côté. En tout cas, la cabanisation ne serait pas une transformation radicale du monde, je ne suis pas du tout de cette option-là. Il me semble que dans la cabanisation ou dans le retrait, il y a effectivement une force de frappe, non coalisée, non concertée, mais qui par le vivant et l'écologie, dorénavant, se structure autour de communs sans jamais que ça ait fait l'objet d'une concertation. Moi, à mon avis, il y a une perspective anticapitaliste qui est radicale. Jason Moore le montre très très bien. Je vous renvoie à ses écrits, puis Bégodeau est autonome pour montrer que choisir sa dépendance, ça n'est pas se renfermer sur soi, monter des barbelés et exclure la totalité des autres cultures. C'est très accueillant. Le syndicat de la montagne limousine recense les logements vacants et les terres arables pour accueillir les migrants. Vous avez des coopératives dites intégrales qui se proposent gratuitement de se réunir en dehors du marché pour pouvoir tous les surplus et surtout toutes les productions agraires, pouvoir les redistribuer aux miséreux, aux précaires, aux pauvres, à tous les gens qui en ont nécessité vitale. Vous avez plein de dispositifs qui, en dehors des institutions aujourd'hui, micro-localement, sont en train de se réapproprier cette question d'autonomie. Vraiment, je pense que l'autonomie est un sujet politique qu'on doit mettre sur la table.
Du coup, je pense que c'est à nous, enfin, comme vous dites, c'est à nous d'agir, mais du coup, on parle de métropole et de communes, mais en fait, les politiques, c'est eux qui porteront le changement. Ah ben non, parce que si l'économie a horreur de ce vide-là par l'autonomie, croyez-moi bien que la ville qui nous tient, parce que plus on est réunis en ville, historiquement et civilisationnellement, la ville est née d'un croisement entre l'économie et le politique. Économique parce que c'est les rendements qui se jouent derrière, même s'il y a 8000 ans on ne parlait pas de capital, mais néanmoins, c'est du commerce, c'est de la marchandise, c'est de l'échange, c'est de la monnaie, c'est toutes les institutions qui ont été créées par le fait urbain. Mais politiquement, on l'a oublié. Les pouvoirs politiques sont nés avec les villes. Les cités-États, ce n'est pas un épiphénomène dans l'histoire civilisationnelle. Ça veut donc dire que le jour où vous quittez des villes, les politiques eux-mêmes vont s'en trouver fragilisés. Si on est suffisamment nombreux, ils n'auront plus tout simplement les administrés qu'il conviendra d'administrer. Et là, il y a quelque chose qui va se jouer. Le syndicat de la montagne limousine, je reprends cet exemple-là, c'était 80 sociétaires en dehors des élus qui se sont réunis, qui ont croisé des informations sur les logements vacants, les terres à cultiver, etc., qui ont proposé, en liguant tout le monde, des centres d'accueil ou des maisonnées pour les migrants qui en avaient nécessité, et ça marche tellement bien qu'il y a maintenant les élus qui frappent à la porte du syndicat pour pouvoir y rentrer. Voilà. Mais ils l'ont fait en dehors des institutions. On a un problème avec les institutions. Des gens de la métropole, mais il y a un problème avec les institutions telles qu'elles se sont constituées. Aujourd'hui, elles sont plutôt le problème que la solution. J'avais promis d'être beaucoup moins long. Bonjour. Bonsoir. Oui, c'est un témoignage que je voulais apporter, mais auparavant, je voulais parler de Clermont-Ferrand. Bon, je ne m'étendrai pas sur la qualité de vie de Clermont-Ferrand, qui fait partie, je pense maintenant, c'est plus une petite métropole, mais c'est bien une moyenne métropole, avec tous les... Bon, je ne sais pas, parce que derrière moi, il y a un adjoint, là. J'ai pas trop envie, je le connais très bien, j'ai pas trop envie de... Voilà. Je passerai sur tous les problèmes. Enfin bon, j'étais aussi... on peut dire aussi que j'habite le centre ancien et que mon fille n'a part à la retraite avec son mari et que il n'y a plus de remplaçants, il n'y a plus de médecins. Pendant un an, j'ai cherché un médecin, j'en ai enfin trouvé un grâce à des amis qui m'ont un peu aidé. Voilà, j'ai un médecin, je suis contente, mais puis hier. C'était plutôt un témoignage, moi. Je voulais vous apporter. Je suis née dans le bocage bourbonnais. J'y vais souvent, je connais très bien. C'est au nord-ouest du département, et gauche. Je suis née à Beaumont-l'Archambault, pour vous situer. Et donc, Beaumont-l'Archambault, justement, il y a une maison médicale qui se construit, il y aura tout. C'est médical en plus, donc très bien. Mais je fais connaissance à chaque fois que j'y vais de gens qui viennent vraiment de loin maintenant, enfin de loin, de Suisse, un couple suisse qui a acheté des fermes ailleurs, qui ont tout quitté, qui ont eu la chance d'avoir un appartement suisse, évidemment c'était une chance, donc ils sont venus ailleurs, c'est plutôt pas mal maintenant. Des jeunes, très très jeunes Toulonnais aussi, la petite vingtaine, qui ont acheté une ferme. Ils ont acheté la ferme à Couleur, ils sont allés voir le maire leur a proposé, oui, voilà, vous avez du travail? Non, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Eh bien, écoutez, on va vous aider, on va s'occuper de vous. Donc, positif, voilà. Et beaucoup de mouvements stellaires aussi qui arrivaient dans le Bourbonnais, là, dans les années 70, quand tous les paysans sont partis. Dans mon papa, on s'est parti. Donc, ce mouvement a une école à Saint-Denis, une école privée. Donc, les enfants dans cette école privée, bon, qui est assez chère, c'est 30 000 € par an. Mais bon, ils vivent très chichement. Ils ont plein de portables, souvent, juste un portable pour téléphoner. Et ils cultivent tous leurs légumes, ils élèvent les lapins, les poules, enfin voilà, ils vivent en autonomie complète. Parce que je vais faire du travail participatif dans une ferme. Et je vois bien comment ils vivent, comment il a la maison, enfin bon, c'est vraiment des conditions quand même qui sont pas faciles, mais ils sont très heureux. Et ils y arrivent. Et ils y arrivent, et ils sont heureux. Donc moi j'ai vraiment envie de les rejoindre, voilà, parce que je pense que plus on sera nombreux, je vais inciter les gens à Clermont vraiment à venir dans la diagonale de vie, parce que là ça en fait partie de la diagonale de vie justement. Hervé Pochon l'a traversé là, à la retraite il n'y a pas longtemps, donc on peut suivre tous ces épisodes. Vous savez que l'INSEE a requalifié, c'est maintenant la diagonale des faibles densités. Oui, c'est un peu plus... ça fait un peu mieux. C'est un peu plus chatoyant. Oui, c'est un peu plus chatoyant. C'est un peu plus chatoyant. Mais bon, moi, la diagonale de vie, je reste sur ce terme. Mais très bien. Voilà, c'était juste aussi pour ce témoignage que je voulais apporter. Merci. Bien, bonsoir. À toutes et à tous, et merci d'abord aux amis du Temps d'Estris pour l'organisation de ce type de conférence, et
merci à vous pour cet exposé et puis pour vos travaux que je trouve très, très intéressants, très stimulants en fait. Alors oui, je suis un élu urbain, donc c'est forcément un petit peu complexe. Il y a une dimension, comment dire, un peu schizophrénique à rentrer dans la discussion autour de ça, pour moi forcément. Néanmoins, je ne suis pas d'abord que élu, je ne viens pas forcément en tant qu'élu ici, ça c'est la première chose. J'enseigne l'histoire et la géographie dans le secondaire, et je vais vous poser une question d'abord plutôt de sciences humaines en fait, et sociales, sur la temporalité de la rupture métabolique, parce que c'est ça en fait que vous nous racontez, et je pense qu'ici on peut citer Karl Marx, puisqu'on est avec les amis du temps des cerises, et en fait, pour Karl Marx, c'est bien l'industrialisation qui marque le début de la rupture métabolique qu'il décrit en fait assez bien, dans des termes d'ailleurs d'écologistes que certains marxistes oublient parfois. Vous évoquez aussi, vous remontez jusqu'au néolithique, à la révolution néolithique. Et est-ce qu'il n'y a pas dans cette profondeur historique, que j'analyse avec vous très bien, et que je comprends et que je partage, est-ce qu'il n'y a pas là une grande inquiétude quand même collective à avoir, c'est-à-dire comment une construction plusieurs milliers d'années, qui certes s'est accélérée, certainement dans un premier temps autour du 19e siècle, et encore plus accélérée sur la deuxième moitié du 20e siècle, comment est-ce qu'on sort de ça à l'échelle d'une génération humaine, par exemple, et comment est-ce qu'on peut imaginer que ce qui est souvent décrit dans les témoignages, y compris de ce soir, celui qu'on vient d'écouter, d'autres, certaines expériences dont vous parlez, on a malgré tout le sentiment qu'elle reste, bien qu'étant très intéressante, elle reste très marginale par rapport à l'ampleur de la question qui est posée et par rapport à la temporalité du problème. Et ça, c'est quand même la première question que je me pose, parce que évidemment, moi je suis le premier à trouver ça extrêmement séduisant, en fait, le chemin que vous nous proposez. Mais je me pose cette question de la longueur du chemin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vois un espèce de paradoxe, et là, c'est plutôt votre réflexion sur l'émancipation politique, et j'ai pensé à Henri Lefebvre. D'ailleurs, ça m'intéressait de savoir comment vous positionnez comme géographe par rapport à cette pensée-là. C'était justement cette question à la fois de l'émancipation dans la ville, et cette question des luttes aussi qui ont existé dans les villes, mais qui ont construit des générations politiques aussi, et qui m'amène à ce paradoxe, celui de notre sociologie politique en termes géographiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré les pionniers néo-ruraux très conscientisés qui choisissent l'autonomie, etc., quelle est la carte politique de notre pays? Vous la connaissez, j'imagine, très bien. Elle n'est pas du tout favorable au chemin, a priori, au chemin que vous tracez. C'est-à-dire qu'en gros, on a quand même une situation, alors je ne tombe pas dans ce que dit Jacques Lévy sur les gradients d'urbanité, j'ai lu Théorie de la justice spatiale, tout ça, je pense comme vous qu'il y a une forme de mépris, voilà, mais disons que malgré tout, la sociologie électorale et sa géographie, elle existe, et les gens que nous sommes ici, là, on est quand même aussi très urbains, on n'est pas que classe supérieure, et c'est finalement les urbains qui n'aiment pas la ville, et qui voudraient inventer une autre façon d'habiter dans un ailleurs, et tout le développement autour des biorégions, etc. Il y a des pionniers, je ne le nie pas du tout, et je ne sais pas comment les appeler autrement, il n'y a pas du tout de mépris dans ce que je dis. J'ai beaucoup à la fois de respect et même une forme de fascination pour ça, donc il n'y a vraiment aucun problème avec ça, mais simplement, en termes de masse, là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe politique, et quelle est la construction politique possible autour de ça? Parce que, en fait, c'est pas les élus urbains pour le coup, parce que certains m'ont interpellé ce soir, c'est pas les élus urbains qui vont avoir la solution de toute façon. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est pas forcément les élus qui auront la solution, c'est pas forcément les institutions, ou plutôt pas les institutions qui existent, peut-être celles qu'on pourrait inventer, c'est-à-dire que ça, c'est des questions quand même positives à mon avis à se poser, mais en tout état de cause, même s'il y avait
des gens qui pouvaient prendre en charge un peu ces questions-là et prendre des décisions qui permettent de le faire. C'est pas les élus écologistes des villes d'aujourd'hui qui essaient de faire le PLU de Paris, qu'on a vu dimanche, les réorientations écologiques d'un certain nombre de villes, qui, à mon sens, il faut malgré tout continuer à les défendre, même si je pense que vous avez raison sur le fait qu'elles ne soient pas suffisantes, et c'est comme ça que j'ai envie, moi, de vous lire pour gérer un peu le paradoxe cognitif qui est le mien, mais néanmoins, si vous voulez, comment construire politiquement cette affaire-là, le chemin que vous proposez, alors même que l'état politique territorial, il est très contradictoire avec ça, y compris parce que justement l'urbanisation a vidé politiquement justement ces territoires non urbains, et qu'aujourd'hui, vous avez malgré tout une vraie difficulté parce que justement cette question, regardez par exemple qui défend les méga-bassines aujourd'hui. Et c'est-à-dire que, et qui s'y oppose? Les gens qui s'opposent aux méga-bassines, c'est majoritairement des urbains. Ouais. Et pourtant, ils défendent un bien commun voilà. Et ceux qui le défendent, je le vois sur notre territoire, parce que le sujet il est posé, hein. Ils sont où les élus qui défendent les méga-bassines? C'est les maires de ces coins-là, etc. Et pourtant, ils ne le font pas seulement pour des raisons d'opinion politique. Il y a quelque chose de plus profond qui est derrière. Et là, je vois malgré tout une difficulté. Pardon d'avoir été un peu. Le problème, c'est que ça ne m'invite pas à être court. Non, mais je pense que toutes les questions sont essentielles, celle-ci en fait partie. Je réponds en 3 temps, mais je ne répondrai pas à tout, de toute façon, c'est plutôt à discuter. Hein. Lefebvre. Moi, dans le bouquin, il y a 3 pages sur lui. La question du droit à la ville, on ne va pas lui faire procès, mais la crise écologique, il ne pouvait pas l'anticiper. Voilà. Et je suis désolé, Harvey, que la France insoumise nous fait venir à la Boétie, pareil, il n'a pas vu passer la crise écologique. Ces gens-là ont apporté énormément à la pensée radicale, mais n'ont jamais intégré le paramètre vivant dedans, ce qui est un peu emmerdant. C'est un terme technique, ce qui est un peu embêtant, excusez-moi. Donc du coup, la question du métabolisme chez Marx, c'est pas inintéressant, parce que justement, mais ça fait partie de la revisitation et de la bonne conscience militante de se dire, notre téléologie progressiste fonctionne aussi avec le cadre et les coordonnées écologiques de l'effondrement engagé. Je ne le crois pas. Je pense que l'écologie telle qu'elle est posée aujourd'hui, le rapport au vivant, rebat l'entièreté des cartes, y compris le droit à la ville de Lefebvre et la rente immobilière et l'empire du monde tel que Harvey l'ont décrit. On a pour moi un problème avec les mondes militants qui se nourrissent de ces lectures-là. Elles sont passionnantes, je les ai même enseignées pendant 10 ans, mais je crois maintenant qu'on a voilà, il y a une bifurcation opérée, y compris dans les lectures que l'on commet et surtout les nourritures intellectuelles qui nous font avancer au quotidien pour se futurer ce que pourrait être le changement. Alors du coup, la futuration pour moi, vous parlez de la longueur du chemin, de la rupture métabolique. Moi je pense, voilà typiquement une pensée de la modernité. C'est-à-dire qu'il faudrait anticiper quel sera le temps au moment où à partir duquel l'effondrement éventuellement se réalisera. Et comme ça on est tranquille, on peut peut-être anticiper et planifier. Ça c'est une pensée, excusez-moi, hein, d'élus. Et ben, moi je pars du je pars du principe que de toute façon ça a commencé à nous échapper et qu'il n'y a pas à anticiper, il y a juste à se préparer et se préparer non pas de manière adaptative mais de manière projective et protective simultanément, auquel cas je rebondis sur la diversité des initiatives. Elles sont une constellation, elles ne feront jamais masse au sens où vous l'entendez, parce que voilà une pensée de la modernité, il nous faudrait faire masse collectivement pour retourner le Deus ex machina. Sauf qu'on l'a vu, la masse est l'équivalent de la nasse urbaine, c'est dans la nasse urbaine que la masse se réunit pour gagner en autonomie politique, négocier directement quelques subsides ou quelques redistributions, mais finalement, par la masse des corps réunis, faire le jeu du capital. Voilà l'enseignement de l'histoire sur le siècle écoulé. La ville, loin de nous émanciper, y compris industrielle, nous a pieds et poings liés par la masse du béton et des corps réunis, à l'idée même, mais générique, du métabolisme au sens marxiste et marxien du terme, qui est que plus vous êtes réunis, plus les intérêts de classe et les divisions du travail opèrent dans l'organisation sociale de nos vies et de nos activités. Et ça, c'est problématique. C'est pour ça qu'il vaut mieux être
petits, esselés, relocalisés, en dehors des radars, si vous voulez, à un moment donné, non pas agir globalement sur le monde, parce que de là où on est c'est un peu compliqué, mais remettre du sens politique et vous réempuissanter. La redirection écologique et la masse pour la transformation, c'est croire encore aux institutions. Et comme par hasard, les militants urbains qui croient, pour moi, à cette chimère-là, je sais qu'il y en a dans la salle, donc je le dis bien volontiers, sont dans l'urbain, au plus près des institutions, pour les combattre, pour le corps à corps institutionnel. Sauf que le corps à corps institutionnel ne fait que nourrir le Deus ex machina. Parce que du coup, une occasion, on se voit présenter à des élections, on bâtit une liste électorale, ou alors on fait du municipalisme, mais sans se poser la question de notre propre habité urbain qui participe du trauma généralisé de l'écosystème Terre. Moi, je pense que la ville est cet écran de fumée-là qui nous fait croire encore à des chimères. La chimère de la masse a opéré, et tant bien lui a fait dans les années 60-70, Harvey l'est encore, Lefebvre l'était. Aujourd'hui, je pense qu'il y a réellement une bifurcation politique. En tout cas, que la question, c'est plutôt Édouard Glissant dans l'archipélisation du monde. Il y a à décoloniser pour se réapproprier des puissances d'agir à hauteur de nos dignités et de nos corps. Et là, il n'y a que le vivant qui peut produire ce déclic-là. Et après, on verra dans la constellation ce qui crée un maillage plus ou moins signifiant. Mais je crois sincèrement que plus vous voulez vous opposer de manière massifiée, plus vous nourrissez la bête qui sommeille en nous. C'est anarcho-libertaire ce que je viens de vous dire. Légèrement. Et vous l'aurez compris, les institutions ne sont pas nécessairement ma tasse de thé dans une perspective de philosophie et de philosophie politique en particulier. Du coup, je reconnais bien là la personne qui, prof d'histoire géo, mais élue, me pose la question sur l'épaisseur historique pour mieux essayer de justifier son propre investissement politique au sein de l'urbain, en se disant que l'épaisseur historique, il va falloir aussi la composer entre nous et en découdre et quand même la réfléchir calmement et diplomatiquement. C'est dialectiquement fort bien joué. Je vous remercie. Il y avait monsieur, pardon. Pardon, je sais pas. Pardon, j'avais de nouveau une question, mais parce que ça revient à tout ce qui a été dit là, c'est que ce qu'on observe, c'est effectivement un désengagement des pouvoirs publics dans les territoires. Désengagement, désengagement des missions, enfin nous on l'observe dans notre structure aussi d'intérêt public. Qui ne présente plus forcément d'intérêt pour les pouvoirs publics. Donc du coup, ça pose quand même une question, est-ce qu'il faut réconcilier et comment est-ce qu'on peut réconcilier? Parce qu'effectivement, on a toute cet archipel cette constellation d'initiatives privées, effectivement, c'est des intérêts collectifs, mais où est-ce qu'on retrouve de l'intérêt aussi général? Est-ce qu'on retrouve de l'intérêt général? Et du coup, parce que finalement, il y a une scission qui s'opère entre une déconnexion des pouvoirs publics complète en fait, et puis une reconnexion au vivant d'un autre. Donc il y a deux mondes qui s'opposent, et au milieu de ça, on a des fondations, des gens avec beaucoup d'argent qui ont envie de s'investir dans ce mouvement-là. Je ne sais pas forcément, mais bon, voilà, qui sont dans la région et qui rachètent aussi des espaces pour faire des fermes, etc. Et donc du coup, comment est-ce qu'ils participent à ça? Est-ce que c'est un peu tôt pour le dire, mais pour le moment, c'est de l'intérêt général, entre guillemets. Dans 10 ans, on ne sait pas trop ce que ça va être. Ça part d'une bonne intention, on ne sait pas trop ce que ça sera plus tard aussi. Enfin voilà. Comment est-ce qu'on compose avec tout ça? Est-ce qu'on réconcilie? Est-ce qu'on ne réconcilie pas? Est-ce qu'on scinde définitivement? Est-ce qu'on réinvente? Du coup, là, moi, j'ai pas non plus la réponse, mais il faut que je précise de là où je pars et de là où je parle. Quand je parle des alternatives, la constellation, les 3 milieux qui, dans l'espace hexagonal, maillent, notamment la diagonale du vide, il y a quand même des petits communs qui les unissent autour de habiter, coopérer, autogérer, voilà, dont j'ai déjà parlé. Et là, soyons clairs, moi il me semble que plus que l'intérêt général, dont ils ne sont pas détenteurs et encore moins les porteurs, ils portent des communs. Et je crois qu'aujourd'hui, la question du commun, pas urbain, mais du commun post-urbain, nous est posée dans le rapport au vivant. Donc du coup, la cartographie que vous décrivez est une réalité mais vivante, en tout cas vivace, mais pour moi appartient à des jeux d'anciens temps. Ils ne sont pas anachroniques, sont pleinement présents, mais renvoient à un mode de fonctionnement dont les règles ont été édictées il y a 40 ou 50 ans. Qui détient l'intérêt général, où sont les intérêts privés, et la place des collectifs qui font communauté, ne sont-elles pas en train de scinder
la continuité territoriale de notre propre sentiment d'appartenance ou de cohabitation en tant que peuple. Pour moi, la question ne se pose plus en ces termes-là. En tout cas, le temps qui nous reste me fait dire que... Le temps qui nous reste, non, c'est funeste. Le temps d'urgence, le temps de l'accélération me fait dire à un moment donné que je serais d'avis qu'on investisse un peu plus, avec un peu plus de bienveillance, les communs dont je parle. Voilà. Les trois milieux sont porteurs quand même d'une certaine idée de progrès, d'une modalité renouvelée de rapport au vivant, d'une capacité d'autonomie, et ils ne s'en laissent pas compter avec des savoir-faire à la clé. Les fondations, la fondation Bill Gates a racheté... Bill Gates est le premier propriétaire terrien sur le continent nord-américain, pour information. Il rachète les terres à tour de bras, c'est beaucoup plus rentable dorénavant depuis 5 ans que l'investissement immobilier. Donc il y a un risque de ce côté-là. Mais je ne suis pas sûr que ça soit avec ces notions d'intérêt général et de puissance publique qu'on arrive à créer le narratif dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Là, pour moi, il y a un problème, on va dire, de philosophie politique, mais aussi d'anthropologie politique. Il y a une telle défiance démocratique, une telle distanciation du fait politique, parce qu'on le voit dans, non pas la gabegie, je ne veux pas dire, mais néanmoins dans le décalage, à la nécessité des actions qu'ils ne prennent pas, à la conscience qu'ils ne veulent pas avoir, que je crois sincèrement que ça serait perdre du temps que de vouloir réhabiliter les institutions telles qu'elles se sont constituées. Et je crois que le terme que vous employez renvoie à ce maillage signifiant-là qui est plutôt du temps hérité. Quels seraient les communs qu'il nous faudrait recomposer depuis les espaces périphériques? Et je crois qu'habiter, coopérer, autogérer fonctionne assez bien. En tout cas, nous, on les a repérés dans plusieurs dizaines de lieux qui constituent l'alternative, et comme par hasard, je termine là-dessus, qui entretiennent des liens par moments tendus, mais surtout fréquemment, des liens de coopération avec des institutions micro-locales. Un petit maire qui n'a pas les moyens, un service déconcentré de l'État qui est totalement ignoré par sa tutelle, etc., etc. On a là, c'est la concession que je ferai aux institutions, dans des lieux qui sont clairement éloignés des centres métropolitains. Il peut y avoir une agentivité entre des élus micro-localisés, des institutions, des jeunes qui viennent s'implanter, qui partent et qui redynamisent des territoires sur une base d'activité qui n'est pas assurée. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas du développement territorial au sens classique du terme, mais qui est de la réanimation des espaces de vie. Voilà. Après, c'est pas les grandes directives nationales et c'est pas le ministère qui... Voilà. Juste une fraction de seconde sur la carte politique, j'aimerais y revenir parce que je n'y ai pas répondu tout à l'heure, mais voilà, je dis ça. Ouais. Oui, je voudrais donner des exemples d'aberrations urbaines. Par exemple, la Défense à Paris, où on concentre 100 000 salariés sur une seule ligne de chemin de fer. Et à Clermont, on construit un zénith sans penser au transport en commun. Et donc la région a fait son projet de son côté, la métropole, enfin Clermont Communauté a fait son tramway de l'autre, sans qu'il y ait eu d'entente. Donc résultat, pour aller au zénith, il faut prendre sa voiture, et donc les gens qui n'ont pas de voiture ne peuvent pas y aller. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était que les néo-ruraux ne supportent pas l'odeur du fumier et le chant du coq à 5h du matin, tout comme en ville, on ne supporte pas les fientes de pigeons et les croisements des corbeaux. Bon, c'est pour l'anecdote. Et qu'est-ce que vous pensez des habitats partagés comme est-ce que c'est une fausse solution ou une alternative à l'individualisme urbain? Moi, je pense que... Oui, non. Après, c'est du même acabit pour moi que le municipalisme. Je ne travaille pas, mais je côtoie régulièrement le réseau national de l'habitat participatif, qui ne représente pas la totalité des habitats partagés. Hein. Il y a des castors et toutes ces choses-là. Moi, sur l'habitat participatif qui me pose question, je veux m'intervenir à leur congrès, mais sincèrement, c'était un peu compliqué parce que la question écologique, je ne suis pas sûr qu'il l'ait véritablement ingérée. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets d'habitat participatif qui sont très compatibles avec l'urbain aujourd'hui, à condition, sur une fiducie foncière ou de bâtir des communs et voilà, de partager quelques espaces et d'habiter un peu différemment la ville. Dans le propos que je tiens qu'il faut désurbaniser nos modes de pensée et démétropoliser nos manières d'agir le monde, je pense qu'il y a des habitats partagés qui, pétris de bonne volonté, mais vraiment n'ont pas intégré le paramètre écologique du fait même qu'ils viennent par leur projet continuer à habiter l'urbain et à densifier les villes. Et ça me semble être un problème. Alors après, du coup, le zénith, le transport en commun, pour moi, l'aberration, c'est certes les transports en commun, mais c'est déjà le zénith. Voilà. Et deux, le bruit du coq, le bruit des grenouilles, les fientes, machin, etc. Alors là, pour le coup, moi, j'y suis dans la campagne, mais je pense que d'autres y sont aussi. Hein. Cette idée qu'il y aurait des néo-ruraux, ils existent. Ils sont chauds, mais c'est rare. C'est rare ici. Pas tant que ça. On n'aime pas tant que ça. C'est pas si rare que ça. Oui, pas si rare que ça. J'habite à la campagne. Et vous en avez qui viennent vous...
j'ai des copains agriculteurs qui ont été obligés d'arrêter d'élever des patates parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait construire sa maison. Et je vous en cite plein comme ça. Il y en a plein, pardon. De là où je suis, moi, j'en ai pas comme ça. J'ai vu récemment un maire d'une commune, je crois que c'est en Dordogne, qui dit si vous n'aimez pas les cloches, si vous n'aimez pas le chant du coq, et si l'odeur des vaches ou du fumier, voilà, restez où vous êtes. Donc du coup, voilà, ça valide. Moi, je ne les vois pas tant que ça. En fait, il y a d'autres sujets de tension que le chant du coq. Voilà. La question de la chasse, la question de la viande, la question de ces choses-là sont en train de tendre des cultures écologiques. Voilà, parce que les nouveaux arrivants sont plutôt assez jeunes et ont une culture écologique qui sont par moments très urbains, soyons clairs, en tout cas on construit. Et une culturalité de l'écologie qui est très urbaine, et ça vient se heurter à d'autres cultures de la terre. Et comme en plus l'agriculture a un petit sentiment de propriété par moment sur le sol qu'il cultive, ça peut se tendre. Moi, c'est plutôt ces tensions-là que je vois que le chant du coq qui réveillerait inopinément à 7h du matin. Généralement, la personne qui se voit emmerdée à 7h du matin, c'est la même qui estime se faire chier, passez-moi le terme, à 10h, soyons clairs. C'est-à-dire qui vient à la campagne, mais qui estime qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On est pour moi dans des symboliques, plus que dans des réalités matérielles. Le chant du coq existe en ville assez rare à côté. Il y a des plaintes, oui. Quand vous avez répondu au monsieur du fond, l'aberration c'est le zénith, ça me montre la difficulté qu'on a, nous collectifs d'associations, quand on discute avec les élus de la métropole du PLUI, à se faire comprendre, parce qu'on est en train de faire plein d'autres zéniths sous d'autres formes. On a une friche industrielle de 40 hectares en ville, ex-Michelin bien sûr, qui va se transformer. Et c'est que des trucs comme ça, quoi, des zéniths ceci, des zéniths cela. Alors c'est pas des zéniths, c'est pas des salles de spectacle, mais il n'y a que des choses comme ça. Et quand vous critiquez le capitalisme aussi, on s'est rendu compte en travaillant ces derniers mois qu'en fait, il y a plein de trucs qui nous sont inaccessibles parce que le but c'est de gagner de l'argent, gagner de l'argent. Et comme on ne peut pas s'attaquer à ça, nous, avec des règles, une volonté de changer les règles du PLU pour rendre la ville simplement vivable, un peu supportable, au moins dans les 20 ans à venir, parce qu'après moi je serai morte, donc après moi le déluge, et de la rendre moins vivable, quoi, moins vivable. Moi c'est mon propos. Voilà. Et à partir du moment où on ne peut pas changer le capitalisme, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et on s'est quand même entendu répondre il y a 8 jours quand on a rencontré « Ah ben mais ça c'est pas du tout de notre sort, contacter les parlementaires ». Il y a une question là. Bonsoir tout le monde, merci pour votre conférence. Alors moi je vais évoquer quelques points qui ont été déjà discutés, mais je ne suis pas tellement convaincue. Je veux bien, j'ai tellement la volonté pour être convaincue, mais je ne suis pas convaincue par vos propositions. Alors vous avez parlé premièrement sur le retour. On sait bien que c'est une minorité de gens qui ont de classe moyenne, qui ont un petit peu les moyens pour retour. Sauf que la majorité, la masse populaire, ils se battent quotidiennement pour survivre. Donc ça c'est d'une part. Deuxième chose, vous avez parlé aussi d'une activité différente dans les zones ruraux. Moi, j'ai vécu 10 ans dans un village de 500 habitants et en tant que féministe, j'ai entendu la souffrance des femmes. Donc, ce n'était pas un choix, surtout les femmes, parce qu'en général, on donne la possibilité de déplacement pour l'homme qui va aller pour chercher un salaire. Ce sont des femmes qui ont s'ils ont la possibilité, ils peuvent faire un autre choix, de continuer leurs études, travailler, aller à des activités. Donc, pour des raisons sociales, ils ont été isolés dans la campagne. Donc, c'était imposé. Et moi, je ne veux pas ce voisin, ou bien cette famille, ou bien ce groupe
que ça sera par hasard imposé à mes choix. J'ai le droit, c'est pas un mode de consommation. Et marchons, ça veut dire consommer et rejeter. Non, par émancipation. J'ai le droit de choisir mes chemins, de choisir mes amis, de choisir mes activités. Voilà. Donc, moi, la question, est-ce que le problème, c'est la ville ou bien le problème, c'est la ville du système capitaliste? Est-ce que, parce qu'on... est-ce que cette politique, c'est une réponse vraiment scientifique pour l'émancipation de l'humanité, ou voilà, ou bien ça sera encore absorbé par une autre forme? Merci. Il va falloir répondre brièvement parce que c'est l'heure. Ok. Je fais les phrases quand même ou juste de ouais. Non, mais allez-y. Non, mais du coup, comment l'option que je défends, finalement, bon, je la défends avec conviction, mais ce qui m'a incité à la construire comme option politique est que nous n'avons pas le choix. C'est ça, en fait, qu'on doit juste peut-être discuter ensemble. Dans 30 ans, ce qui est extérieur est proprement invivable. Donc, oui, il y a des problèmes dans les ruralités. Je ne suis pas en train de vous proposer l'Eldorado. Mais, on n'a pas d'autre choix que d'affronter les problèmes, y compris dans les ruralités. Alors, on peut revenir sur la condition des femmes. Mais la condition des femmes dans les villes, on n'en parle jamais. La condition des femmes dans l'espace public, on pourrait engager le débat là-dessus. Voilà un propos urbaphile pour moi, qui va voir la poutre ou la paille dans l'œil, mais qui ne voit pas son propre aveuglement. Je crois qu'il y a des femmes qui souffrent dans les ruralités, il y a des femmes qui souffrent dans les espaces urbains. C'est un effet de patriarcat. C'est un effet de patriarcat. Et la ville, là-dedans, ah bah si. Ah bah si. Moi, l'idéation de la femme est née dans les villes. Mais peut-être, mais aujourd'hui, allez voir, mais c'est pas parce que c'est né dans les années 70 dans les villes que la ville, pour autant, aujourd'hui, garantit la liberté. Charbonneau a un mot très clair là-dessus. La liberté est née dans les villes, il va falloir quitter les villes pour recouvrir la liberté. Parce que les villes, aujourd'hui, telles qu'elles sont devenues, ne sont plus des espaces de liberté, ce sont des espaces où les choix sont dorénavant imposés. Maintenant, on peut tergiverser des années durant, et moi je suis très content qu'on ait cette discussion sur quelle est la portée des villes. Mais je le redis juste, nous n'avons plus beaucoup de temps pour nous entendre sur ce que nous voulons faire des villes. Voilà. On a 20 à 30 ans pour cette chose-là. Et du coup, alors, les classes populaires, elles prêchent pour la survie. Quand je vous dis que l'Union sociale de l'habitat sort ses enquêtes, ils veulent plus d'autonomie. Mais pourquoi ils veulent plus d'autonomie? Pour pouvoir avoir, comme on l'avait à la grande époque des gendarmes ouvriers, un peu d'autosubsistance et de pouvoir manger. Vous croyez que dans les villes, on peut leur offrir un lopin de terre? Non, il n'y a que dans les périphéries que la terre est encore accessible et qu'on peut l'offrir aux classes populaires pour qu'ils puissent avoir un complément alimentaire. Voilà. Vous répondez quoi à ça? L'espace est tellement artificialisé et urbanisé qu'on ne va pas pouvoir, pour les classes populaires en particulier, leur donner ce qu'ils demandent à minima. Donc la survie, elle est où? D'être maintenu contre corps et âme et vent et marée dans des espaces qui sont artificialisés, ou peut-être conquérir et aller dans d'autres lieux et habiter ces espaces-là qui permettraient, non pas des compléments simplement alimentaires, mais de redonner de la puissance, parce que je pense que les classes populaires ont été dépossédées de leur propre capacité d'action et de leur propre puissance d'intervention sur l'espace public au sens international du terme. Vous croyez que les villes leur donnent un moyen d'intervenir? Moi, je ne crois pas. Est-ce que dans les périphéries, il y en a plus? Peut-être pas. Mais on n'a plus le choix que de repenser nos habiletés. Donc autant s'y mettre collectivement. Voilà pour moi quel est l'objet de l'option que je mets sur la table. Ça ne veut pas dire qu'on vit beaucoup mieux et que dans les périphéries, il n'y a pas que... il y aurait une diversité sociale. Non, il y a des tensions, il y a indéniablement des manières de se comporter. La géographie politique est claire là-dessus. Il y a beaucoup de réactionnaires et de conservatisme. La gauche a abandonné les terroirs à la pensée réactionnaire. Quand est-ce qu'on va se réapproprier cette chose-là? Voilà. Et bien c'est parce que pour moi on a ce type de discours qu'on n'y va pas. Il va falloir se remonter les manches. C'est pour moi une proposition d'ordre tactique qui se joue aussi derrière. Voilà. Mais à condition qu'on partage quelques idées en commun. Je termine là-dessus. Guillaume Faburel, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez apporté beaucoup d'affection.